Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'un gros livre sur le cinéma coréen vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? On va en parler évidemment. Mais en plus, il y a un concours. Ça veut dire que ce livre, vous pouvez le gagner, ce livre. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble, ce livre. Vous voyez, des images. Ça, vous pouvez le gagner. Pour ça, vous restez avec nous et on vous expliquera au cours de la vidéo comment le gagner. Voilà. Mais évidemment, je pourrais vous lire le livre, mais ce serait chiant. Au lieu de ça, j'ai l'auteur du livre ici qui va nous donner 2-3 pistes sur le cinéma coréen, mais aussi sur le livre, etc., etc. Bonjour, bonsoir, comment tu vas? Hello, hello, ça va bien. Et toi? Bien, bien, bien. Je ne vais pas dire que je suis fatigué, parce que tout à l'heure, tu m'as dit jamais fatigué, donc je ne vais pas dire ouais, moi je suis crevé et tout. Donc ça va très bien, très très bien. Alors, tu as sorti récemment ce gros pavé, ce gros livre sur le cinéma coréen. Donc, première question pour que les gens arrivent à te situer, même si tu es déjà venu sur la chaîne et autres, mais est-ce que tu arrives déjà à te présenter, te représenter aux gens vite fait? Horrible, c'est toujours la Oui, je question sais. que j'appréhende le plus. C'est moi l'auteur de ce joli bébé de 1 kg 380 grammes, dans la joie et la bonne douleur. Hollywood, le cinéma coréen. Voilà, ça c'est mon dernier méfait. 2 ans de recherche et d'écriture. Donc je suis bien content que ce soit terminé pour pouvoir enfin le présenter et le défendre un petit peu, le discuter, le débattre. Et par ailleurs, je suis passionné des cinémas asiatiques de manière générale, pas seulement le cinéma coréen, que ce soit hongkongais, thaïlandais, indonésien, mongol, sri-lankais, je prends tout, 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 tout. Et aussi bien le film d'auteur dit parfois extrêmement chiant, moi je prends, que le film de zombies en 3D hyper mal fait, cracra, je prends aussi tout ce qui concerne l'Asie. Voilà. Et donc j'ai écrit déjà une dizaine d'ouvrages collectifs, je crois. J'ai fait pas mal d'introductions, de conférences, de débats dans différents festivals, comme le Black Movie à Genève, le festival du film européen fantastique, Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Voilà, c'est mieux dit à l'endroit. Et tout un autre tas de festivals, mais toujours spécialisés dans le cinéma asiatique. Alors, du coup, ma première question, comment on arrive à écrire un livre pareil? Je veux dire, on se lève un matin, on dit, ah bah tiens, je vais écrire sur toute l'histoire du cinéma coréen, parce que c'est ça ce qu'il y a là-dedans. On se dit, tiens, je vais écrire toute l'histoire du cinéma coréen, tiens, j'ai envie. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Non, ça faisait plusieurs années que j'intervenais pour le Centre culturel coréen de Paris. Je donnais des conférences soit chez eux, soit ailleurs. Et il y avait l'ancien attaché culturel du doux nom de Georges Arsenevich, qui vient de prendre sa retraite et qui, de temps à autre, me poussait du coude en disant Bastian, voilà, avec tout ce que tu sais, ce que tu as envie de transmettre, etc., pourquoi ne pas écrire un livre? Je dis oui, 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 un bon matin, je vais me lever et je vais faire ça. Mais je retardais toujours le moment, jusqu'à ce qu'ils me disent, il y a 2 ans et demi, 3 ans, écoute, j'ai trouvé un petit éditeur qui est très intéressé par ton sujet, on va se lancer, tu vas le rencontrer. On l'a rencontré et ça s'est pas fait avec cet éditeur-là pour diverses raisons. Mais du coup, on en a rencontré un autre, c'est celui-là, en l'occurrence EPA Édition du groupe Hachette. On a présenté le projet, ils étaient hyper intéressés et vraiment, ils ont été incroyables pour m'accompagner pendant toute cette douloureuse période d'écriture parce que c'était vraiment long. Et très heureusement, ils m'ont donné une deadline à respecter, c'est-à-dire une date butoir pour rendre mon manuscrit pour qu'on n'en parle plus, qu'on le relise, qu'on le peaufine. Donc voilà, c'était au mois de mai dernier. Et voilà. Et après, on l'a encore peaufiné jusqu'à début septembre pour le faire bien comme on voulait, quoi. Notamment en ce qui concerne les photos, parce que ce n'était pas facile. Ouais, quand tu as commencé en disant, oui, ça m'a pris 2 ans. Ouais, 2 ans pour l'écrire en lui-même, mais toute la passion et toute la réunion d'infos qui précédait quand même, je veux dire. C'est ça. C'est 25 ans de binge-watching de films coréens avec toute une tas d'accumulation d'informations, de rencontres avec des réalisateurs, etc. Mais après, vraiment, la période dite dure de travail, c'était 2 ans, dont une année non-stop 24/7 d'écriture, parce que je n'écris pas très bien. Donc, il me faut 36 000 jours pour tourner une phrase bien comme il faut.
Ça, je connais. Je connais. Bon, mais j'ai pas prévu d'écrire un livre de 300 et quelques pages sur le cinéma coréen, donc ça tombe bien. Voilà. Alors, d'ailleurs, petite question. Quelle a été peut-être la méthode de travail, si tu peux nous en dire un peu plus, parce qu'il y a beaucoup d'informations, ça parle de très vieux films coréens, des choses introuvables. Je veux dire, quand les gens parlent de cinéma coréen, généralement, on parle de 99, à partir de Shiri et compagnie, hein, mais pour faire toute cette recherche, waouh, j'ai envie de dire, okay, est-ce qu'il y a des, enfin, quelles ont été des petites astuces, des petits trucs? Ouais, on en a pas mal réfléchi. En fait, la première des choses que j'ai dites à l'éditeur, c'est que je ne voulais pas faire le dictionnaire ou l'encyclopédie, parce que pour moi, ça veut rien dire, ou alors il faudrait sortir un truc en 24 volumes et encore, on n'aura pas fait le tour. Mais j'avais quand même envie de balayer un peu l'histoire du cinéma coréen dans son ensemble, parce que effectivement, comme tu le mentionnes, très souvent, les gens, lorsqu'ils parlent des cinémas coréens, ça se limite aux 25 dernières années, depuis le renouveau en 97 ou 99. Là, on veut bien le dater. Et on parle très peu de ce qui a précédé, en fait. Et évidemment, cette dernière période est la plus proche, celle sur laquelle on peut trouver le plus d'informations. Mais finalement, en commençant mes recherches, je me suis très vite rendu compte que c'était finalement qu'un aboutissement de tout ce qui avait précédé et que les choses ne sont pas forcément là par hasard et qu'il serait extrêmement important de remettre quelques petites choses dans leur contexte. Donc du coup, je me dis, voilà, je vais faire cette approche historique, mais je ne me considère pas un universitaire ni un spécialiste, mais un passionné avant tout. Donc je voulais avant tout vulgariser, en fait, vraiment transmettre tout ce que j'aurais pu trouver moi et en forme synthétique, digeste pour tout le monde pour prendre son pied. Et l'autre chose, c'est que je voulais vraiment m'adresser autant aux cinéphiles avec des choses un peu plus pointues voilà, pour leur faire plaisir, comme un grand public, parce qu'il y a quand même énormément de monde à s'intéresser, à avoir la curiosité et à voilà, pas forcément être prêt à lire 350 pages d'une traite de A à Z. Donc du coup, très rapidement, je réfléchis à une approche thématique, de tenter de regrouper certaines thématiques attendues, je dis n'importe quoi, le cinéma d'horreur, les westerns dont on parle parfois mais dont on ne sait pas grand-chose, les films d'arts martiaux. Et du coup, j'ai vraiment fait en sorte, et j'ai beaucoup écrit et réécrit, à ce que soit on puisse lire l'ouvrage de A à Z, et là on a donc tout l'historique avec des thématiques à l'intérieur de chaque décennie, ou alors, si tu veux t'approprier l'objet comme ça, au compte-goutte, selon tes propres désirs, bah, tu peux juste prendre un chapitre, une thématique, et là, à l'intérieur de cette thématique, je balaie déjà l'histoire de A à Z. Je dis n'importe quoi, dans les années 90, je crois, voilà, je parle de cinéma d'horreur, parce qu'il y a eu un renouveau du cinéma d'horreur. Lorsque tu as lu le bouquin, tu arrives tout naturellement à cette période et tu comprends le pourquoi du comment je la place là. Mais si tu prends juste le chapitre film d'horreur, bah, je parle des origines jusqu'en 2023. Voilà. Ça peut être un peu déroutant, mais encore, je pense que j'ai vraiment veillé à ce que chacun y trouve son plaisir. Et du coup, ça fait un troisième bouquin, que tu le lises par petits bouts, par chapitre, etc., ou de A à Z. Une fois que tu as fait le tour, tu peux recommencer encore une fois parce que là, tu auras tout le savoir et tu prends d'autant plus de plaisir à relire certains chapitres où je suis passé un peu plus vite, où je n'ai pas tout détaillé, mais dont on aurait trouvé des informations un peu plus tard, quoi. C'est en effet une des caractéristiques qui m'a frappé quand j'ai lu le livre, c'est que je me suis dit c'est par année, c'est par période, mais quand on revient sur un thème précis, et ben là on refait un peu l'historique. Et je me suis, sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être un peu difficile de retrouver l'information, mais finalement, je veux dire, il y a de quoi retrouver l'information, il y a des pages derrière pour retrouver des informations et autres, entre autres la filmographie et tout ce qui va avec, donc on a de quoi s'amuser. Et juste pour compléter, effectivement, il y a quelques faits historiques qui sont extrêmement importants et que je reprends aussi bien dans le chapitre introductif de chaque décennie que dans certaines thématiques. Mais je veillais aussi à compléter avec des informations, en fait, pour que tu dises, OK, j'ai déjà lu ça quelque part, mais il y a des informations en plus ou en moins. Enfin, en moins, tu ne te rends pas compte, mais en plus surtout. Et comme je t'ai dit, un des points qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué à la lecture, parce que c'est un point qu'on évoque très peu, et c'est le traitement des émotions selon les Coréens. Parce que c'est vrai que quand on regarde du cinéma
étranger quel qu'il soit, on essaye évidemment de comprendre les autres, mais on est quand même nous-mêmes. Et ce que je veux dire, c'est qu'on le juge selon nos caractéristiques. Et ça se voit quand certains films explosent et qui deviennent assez populaires dans la manière dont ils sont perçus. Et là, je me suis dit, waouh, alors ça, par contre, c'est intéressant. Bon, moi, j'ai toujours dit que le point fort des Coréens, c'était plus le drame, hein, alors que beaucoup de gens parlent de thriller et tout. Mais toi, tu dis, la singularité, ce sont les émotions, et des émotions particulières. Alors ça, je me suis dit, oula, ça, il faut qu'ils nous en disent plus pour nous aider à comprendre ce cinéma. Ouais, c'est ça, c'est que le cinéma coréen, on se l'approprie évidemment avec nos propres bagages culturels comme n'importe quel film en fait, même un film français, suisse, voilà. Tu le regardes avec ton œil, avec ce que tu connais pas, voilà. Donc c'est d'autant plus délicat dans des pays comme les pays d'Asie, qui déjà d'un pays à l'autre sont extrêmement différents, et donc aussi le cinéma coréen. Et très souvent, j'ai la question où on me dit, lorsque j'accompagne le film, ah, mais ils sont extrêmement violents, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Je ne comprends pas le pourquoi du comment de leur haine, ou dans un cas comme Parasite ou dans beaucoup de polars, cette soudaine explosion de violence. Il y a une sorte de forme de rejet de certaines spectatrices et certains spectateurs des fois parce qu'ils disent, je n'ai pas compris le pourquoi du comment en fait. Et je dis voilà, c'est pas un raccourci scénaristique, c'est pas voilà, il explose pour qu'il y ait du sang qui gicle à la fin à l'écran. C'est que c'est vraiment inhérent à leur culture, à leur manière d'être. Et effectivement, les émotions, dans un premier temps, j'avais pensé dédier toute une dernière partie du livre en fait aux émotions, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça ferait presque un livre en soi en fait, pour tenter de faire un peu le tour de toutes ces différences culturelles et comportementales qui pourraient exister. Donc, du coup, je l'ai glissé en version extrêmement light et réduite dans mon introduction, pour parler, juste pas dire ce qui va suivre dans le bouquin ou synthétiser en fait ce que je raconte par la suite, mais partir sur un truc totalement différent, en fait, gratter un peu à la surface et justement éveiller la curiosité des lectrices et des lecteurs à se dire ah bah oui, en fait, j'avais jamais pensé à ça. Ouvrir les sens, donner quelques clés et après voilà, ouvrir à la lecture. Et peut-être là aussi, plus ou moins inconsciemment, on se dit tiens, je comprends pas certains trucs de ce qui a pu arriver historiquement, le pourquoi du genre, mais peut-être je vais creuser de mon côté le pourquoi du comment en fait ils réagissent comme ça, ils ont inventé tel genre à telle époque quoi. Donc vraiment, c'est juste une mise en bouche. Ça, ça vaudrait vraiment un bouquin en soi quoi. Là, je suis en train de fantasmer la psychologie du cinéma d'Asie, tu sais, par pays, tout ça. Le gars qui est là, voilà. Le livre, je pense qu'il serait difficile à lire, mais en même temps, il serait passionnant. Mais bon. C'est ça. D'ailleurs, c'est extrêmement pointu. Je pense qu'il y aura beaucoup de moins de lectrices et lecteurs pour s'intéresser. Mais en même temps, bon, pour moi, c'est hyper important. Et un truc comme on dit souvent, c'est le Han, cette espèce de mal-être, en fait, qui est inhérent. Et tu l'as sûrement lu, en fait. Je donne l'explication du Han et pourquoi c'est considéré comme un mot foncièrement péjoratif, quoi. Et j'ai lu énormément d'interviews des réalisateurs. On dit ah, vous avez mis du Han dedans. Et en fait, nous occidentaux, on dit ouais, j'ai mis le doigt sur une expression, je connais, mais on se rend même pas compte que c'est presque une insulte en fait de parler de telle sorte du Han. Donc le Han, si tu arrives à expliquer ce que c'est, en gros, c'est le mal-être et ce qui explique ces explosions de violence, ce que tu disais avant. Ouais, voilà, ouais, en partie. Bah, j'ai lu le résumé, moi, hein, je fais ce que je peux. Et d'ailleurs, je profite de ça, c'est intéressant parce que, alors, pour les revoir, mais j'en ai profité pour les faire découvrir à ma copine, je lui ai fait voir My Sissy Girl, et après je lui ai fait voir The Fool King. Et elle m'a dit, c'est marrant, c'est extrêmement cruel, ils n'arrêtent pas de se prendre des coups, de ramasser des trucs. J'ai fait, oui, c'est vrai, en fait. À tel point qu'elle a dit, mais en fait, c'est peut-être pas si drôle que ça en réalité. C'est ça, il y a vraiment bon, c'est pas forcément seulement la Han qui est vraiment un spleen baudelairien, baudelairien, on dit ça? Spleen de Baudelaire. C'est une forme de tristesse en fait qui est inhérente et encore une fois qui renvoie à toutes les périodes d'occupation, non pas seulement l'occupation japonaise, mais toutes les occupations successives qui ont
pu secouer un petit peu le pays. Je pense à l'occupation mongole, l'occupation chinoise auparavant, et qui a fait qu'il y a une accumulation d'un certain mal-être, d'une certaine tristesse et de haine aussi, de violence en fait, qui est inhérente. Et effectivement, comme tu le dis, même dans les comédies, il y a pas mal de baffes qui se perdent, ou parfois je dis n'importe quoi pour mettre le doigt sur une erreur. En fait, ils vont donner une gifle, une claque, etc. Ce qui peut nous paraître extrêmement violent, quoi. Tout à fait. Donc, ouais, c'est une des parties du livre. Franchement, j'ai lu ça au début, je fais ça j'aime bien, parce que ça, c'est un truc que je suis un inculte, et ça c'est bon. Ça. Et donc, du coup, comme on a dit, le cinéma coréen, c'est aussi le cinéma de tous les pays, en fait, hein, le résultat de sa politique et de l'évolution de son peuple. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que le livre, il commence en 1903, dès 1903. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les origines du cinéma coréen? Énormément de choses. Alors, en 3 mots, lisez le livre, mais en un peu plus. Voilà, c'est ça. Non, déjà là, oui, la naissance effectivement du cinéma coréen, en fait, le cinéma coréen, comme quelques autres pays asiatiques, est né un petit peu dans la douleur à l'époque, puisque la Corée était occupée par le Japon. Donc en fait, c'était extrêmement compliqué de démarrer quoi que ce soit. Ils ont été formés par les Japonais, ils ont été sous influence japonaise, et ils n'ont pas pu tout dire de ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas développer une industrie parce que c'était entre les mains des Japonais. Donc c'était une naissance extrêmement difficile. Et au fur et à mesure de l'écriture du livre, je me suis rendu vraiment compte à quel point la politique était liée au développement de leur industrie cinématographique, en fait. Parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc de l'occupation japonaise en 1945, ils étaient plus ou moins occupés par les Américains. Moi, j'appelle ça une occupation quand même, vu comment ils se sont mêlés de la politique à l'époque. Et c'est d'ailleurs en grande partie à cause des Américains et puis des Chinois et de l'Union soviétique qu'il y a eu la guerre de Corée, la grande guerre oubliée de 1950 à 1953, 4 millions de morts supplémentaires. Donc ça n'a pas favorisé évidemment un développement de l'industrie cinématographique. Et après, ils ont subi une dictature militaire de 61 à 19 sous Park Chung-hee, le dictateur, on peut le traiter comme ça. Donc pareil, c'était un premier âge d'or dans les années 60, mais ils étaient sous dictature. Donc il y a beaucoup de films qui n'ont jamais pu se faire. Il y a eu un monopole de grands studios. Enfin bref, le cinéma s'est développé tout autrement que s'il n'y avait pas eu cette dictature. Donc voilà, donc toute cette période successive ont aussi fait et formaté le cinéma coréen, et finalement ce n'est qu'à partir des années 90 qu'il a vraiment pu se déployer et voir ce qui a pu l'amener à son vrai renouveau et à la conquête mondiale telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Et la dernière, c'est la photo de la couverture. C'est évidemment pas un choix innocent. Alors, c'est une photo tirée de Old Boy. Voilà, les vrais fans vont reconnaître. Mais j'ai eu le droit de choisir la photo avec mon éditeur, et donc j'ai choisi celle-là, puisqu'on voit Choi Min-sik qui regarde à travers l'impact d'une balle. Et finalement, c'est un peu comme moi qui raconte l'histoire du cinéma coréen à travers le prisme de la politique, quoi, d'une certaine politique. Je profite, parce que tu parles dans le livre au début, hein, d'ailleurs, qu'il y a la fameuse chaîne YouTube où il y a plein de vieux films coréens. Il y en a plein qui disaient, ouais, il y a cette chaîne YouTube, regardez, il y a plein de vieux films coréens. Tu arrives dessus, tu fais, bon, je clique sur quoi maintenant? C'est bien gentil de me dire ça, mais est-ce qu'il y a des films qui sont sur cette chaîne que tu peux recommander aux gens, justement, pour qu'ils sachent quoi cliquer, pour que je sache quoi cliquer? On va pas se mentir, c'est moi qui pose la question, je ne suis pas du tout intéressé. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est un vrai miracle. C'est assez incroyable en fait, et ça m'a beaucoup aidé. Donc en très gros, c'est les archives du film coréen qui ont mis il y a quelques années en arrière en ligne 120 films. Et en fait, eux, ils ont un catalogue de 450 films. Et donc ils font régulièrement tourner, donc un peu à la Mubi. En fait, ils enlèvent des titres pour en mettre d'autres. Et très souvent, les derniers titres mis en ligne ont été restaurés. Donc, ils sont dans une qualité franchement nickel.
Ils sont tous sous-titrés au moins anglais, parfois français et dans d'autres langues du monde aussi. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Effectivement, l'ergonomie du site n'est pas géniale. Déjà, il faut savoir où cliquer, comment cliquer. Il y a plein de choses cachées finalement. Les 120 titres n'apparaissent pas comme ça. Je trouve ça un peu mal fait. Du coup, on peut biaiser un petit peu en faisant d'autres mots-clés sur YouTube. Il y a des fans qui ont répertorié dans l'ordre chronologique, en fait, mais qui ne tiennent pas à jour, mais qui remettent dans l'ordre tout ce qui peut exister. Et puis, il y a vraiment des années 30 jusqu'à l'année 2000, en fait, des films à voir. Beaucoup de films méconnus, d'autres connus. Tous les titres qui sont sur la base sont au moins une fois cités dans mon bouquin. Et voilà, après, c'est vraiment comme toujours en fonction des goûts et des couleurs de chacun, quelle période, quel genre tu veux chercher. Après, s'il en fallait garder quelques-uns, moi je renvoie toujours à mes deux grands chouchous, à savoir Housemaid, La Servante, mais la version 1960 de Kim Ki-young, la vraie, la seule, l'unique. C'est vraiment un film incroyable qui n'aurait jamais dû se faire, et j'explique dans le livre le pourquoi du comment du miracle de ces films, parce qu'il raconte bien plus que l'histoire qu'on voudrait voir en surface. Et mon deuxième chouchou, c'est Aimless Bullet, Une balle perdue, du Yoon Hyun-mok. Pareil, un film qui a été censuré très rapidement à la sortie de cinématographique et qui est une bombe. Alors, il faut le replacer évidemment en 1961, 1960 dans le cas de Housemaid. C'est en noir et blanc pour le plus jeune et qui serait allergique au noir et blanc. Je suis désolé, hein, ils n'avaient pas encore la couleur à l'époque, ou très peu. Parfois, ça peut paraître un peu exagéré, mais des histoires qu'ils racontent et qui réussissent à captiver une fois qu'on s'est mis dedans, qu'on a fait péter toutes les barrières. C'est des films incroyables, quoi, du nouveau de classiques d'autres pays comme les Kurosawa du Japon ou Ozu. Voilà, ils n'ont pas pris une ride, quoi. Et après, je suis très film littéraire aussi dans les années 60. En fait, c'était souvent des films qui ont emprunté un peu au cinéma plus occidentaux, ce qui était assez nouveau. Je pense à La Brume, qui est en fait un remake un peu caché de Un homme et une femme de Lelouch, qui était sorti l'année d'avant, qui avait eu la Palme d'Or et qui a eu un fort impact en Corée du Sud. J'adore La moustache du général, The General's Moustache, parce que c'est le premier film avec une structure non linéaire, totalement éclatée. Ça commence, donc je ne spoil absolument pas, par la mort du personnage principal, et puis on va remonter le pourquoi du comment ça s'est passé. C'est le premier long métrage de fiction avec une séquence animée en plein milieu qui est magnifique. Non, il y en a plein des films. Oui, mais bon, c'est voilà, comme ça on peut savoir à peu près quoi chercher. Tac, tac. C'est ça. Et je crois qu'il y a une catégorie film littéraire, donc voilà, il suffit de cliquer sur film littéraire. Ah oui, et le dernier, c'est Kim Ki-young, qui est pour moi l'un des réalisateurs absolument préférés, qui a fait des séquences cinématographiques les plus chocs que j'ai pu voir de toute ma vie, je pense. Bah, ça tombe bien que tu parles d'un de tes réalisateurs préférés, parce que là, j'avais une question, c'est qui est le grand réalisateur coréen? Qui est le Kurosawa de Corée? Enfin, ils vont peut-être pas aimer que je remette un japonais comme exemple, mais qui est le Spielberg de Corée? Qui est le John Ford de Corée? Très compliqué, et ça a été très compliqué, notamment la période classique, parce qu'encore une fois, c'est un cinéma qui s'est fait sous dictature, qui était entre le monopole de 4 studios. Donc, il y a différentes étapes de censure qu'on n'a pas pu connaître dans d'autres cinématographies du monde au même moment. Et donc, même les Kurosawa de l'époque étaient tenus à faire des films de propagande, des films foncièrement commerciaux. Donc, en fait, quand tu regardes les filmographies en détail, il y a du bon et moins bon. Mais voilà, l'auteur le plus classique, évidemment, c'est Im Kwon-taek, qui est encore assez proche de nous, puisqu'il a tourné des films jusqu'au début des années 2000 et qui a été reconnu pour Ivre de femmes et de peinture, qui est l'un des plus grands succès encore à l'heure actuelle en France. Donc voilà. Qui était sorti en DVD chez nous, chez Asian Star, donc il était trouvable. Voilà. Exactement, ouais, qui repasse encore parfois sur Arte. Enfin voilà, Ivre de femmes et de peinture, un très beau film.
Après, on est dans un cinéma un peu plus classique, un peu plus traditionnel, mais c'est une très belle reconstitution. Pareil, quand tu regardes dans la filmographie, enfin, de ce qu'il en reste encore, elle a quand même tourné 102 films. Voilà, il y en a une trentaine, je crois, qui ont disparu, donc on ne pourra jamais évaluer tout son travail. Mais il y a des très mauvaises choses comme des très, 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 très bonnes choses et quelques très bons films, notamment dans les années deuxième partie des années 70, où la censure s'est un peu relâchée, où il a eu pas mal de liberté, où il a commencé à faire des films vraiment intéressants, et puis surtout période années 80. Mandala, c'est magnifique. De Moine, c'est magnifique. Enfin voilà, il y a sa réputation n'est pas usurpée, quoi. Im Kwon-taek. Après, je suis donc personnellement un grand fan de Kim Ki-young. En fait, il a toujours évolué en marge du système. Il a plus ou moins réussi à éviter de tourner trop de films de propagande ou dits commerciaux. Parfois, il a dû le faire juste pour manger. Parce qu'à la différence de ses congénères à l'époque des années 60, lui, il tournait un film tous les 4 ans, pendant que eux, ils tournaient 40 films en une seule année, en fait. Donc il y avait quand même une vraie différence de niveau, mais il a fait des chèvres comme The Housemaid, donc sont plus connus. Mais je pense à The Sea Knows, qui est sur la chaîne Kofa, qui est juste incroyable, avec l'un des premiers zombies de l'histoire du cinéma, même si c'est pas un zombie en fait, mais quelqu'un qui ressuscite de la mort, c'est costaud. C'est quelqu'un qui a fait EO Island, il y a la version non censurée sur la chaîne Kofa, et il y a une scène qui implique la nécrophilie en fait à la fin, et pareil on ne la voit pas venir, donc on se la prend de plein fouet. Donc il est juste incroyable. Et puis mon chouchou tout personnel, normalement je porte son t-shirt, mais là je l'ai pas mis, c'est Lee Man-hee, Lee Man-hee. Pareil, un réalisateur qui a démarré dans les années 60, 70, qui a dû faire quelques films de propagande, mais qui était l'un des premiers à tenter de faire un cinéma plus indépendant, à expérimenter. C'était le premier à avoir fait un film sans aucun son, enfin, sans aucune musique, pardonne-moi. Des récits non linéaires, des trucs de dingue. Il a eu beaucoup d'ennuis, il a dû aller en prison pour ça. Voilà. À un moment donné, on l'a empêché de tourner parce que justement, il était totalement incontrôlable. Mais c'est justement ces films qui sont les meilleurs parce que c'est du jamais vu à l'époque et qui tranche avec tout le reste, quoi. Comme ça me fait penser un peu à Seijun Suzuki pour ceux qui ont suivi la Exactement. chaîne, la description. C'est ça. Le Seijun Suzuki coréen, voilà. Ouais, il a fait 2-3 polars bien barrés dans l'esprit de Suzuki. Voilà, il n'a pas pu aller aussi dans l'outrance, mais quand même, il est allé assez loin avec Assassin notamment. Je profite, puisqu'on a parlé de Im Kwon-taek, il y a aussi son film Pègre qui était sorti en DVD. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je me souviens que dans les bonus à l'époque, il disait que. Alors, après, il faut prendre avec des pincettes parfois ce qui se dit en Asie pour une question d'éducation, mais qu'en fait, au début, il faisait des films parce que voilà, quoi, c'était un boulot comme un autre, et qu'au bout d'un moment, il a commencé à prendre du plaisir, on va dire, et à vouloir raconter quelque chose. Est-ce que ça, tu le confirmes, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dit aussi parce que peut-être il y avait une dictature, donc c'est une manière de se dédouaner sans. Non, j'en parle dans le livre et puis j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, donc je peux confirmer. C'est quelqu'un qui est tombé un peu dans le cinéma par hasard et qui a tout de suite signé plusieurs succès, donc ça l'a permis d'enchaîner. Et en fait, il m'a dit, les 34 premiers films, je les ai tournés sur 7 ans, j'ai rien vu passer. En fait, je dormais pas, je ne mangeais pas, je buvais déjà beaucoup trop. Mais en fait, j'étais constamment sur des tournages et j'apprenais au fur et à mesure des films, en fait. Et au 34e, il a commencé à se poser des questions et c'est seulement au bout de son 50e, Weeds, qu'il a autoproduit d'ailleurs, hein, qui s'est dit, tiens, en fait, le cinéma, j'aime ça, je ne fais pas forcément, mais j'aimerais commencer à raconter des histoires que j'ai envie de raconter et d'appliquer une mise en scène que j'ai vraiment envie de faire. Malheureusement, Weeds a disparu, c'était un échec commercial total, donc on n'a aucune trace, on ne sait pas à quel point ce film, lui, était propre et personnel. Et c'est donc dans la seconde moitié des années 70 où il y a un relâchement de la censure. Il avait les coudes un peu plus. Enfin, il pouvait un peu faire un peu plus
ce qu'il voulait, qu'il a vraiment commencé à faire des projets personnels, quoi. Et ça s'est confirmé dans les années 80 parce que des films comme Deux Moines, Mandala ont été sélectionnés dans des festivals internationaux. Donc, c'était une quasi-première pour le cinéma coréen. Donc, il avait une certaine forme de pouvoir. Donc, il a pu faire quelques films qu'il a vraiment voulu faire. Voilà. La Pègre, c'est l'un de ses derniers films. C'est l'un de ses moins bons, de surtout ceux qui sont sortis chez nous. Il n'est pas très intéressant. Il fait une redite par rapport à ce qu'il a déjà pu faire avant. Mais ouais. Alors, parenthèse, le livre, donc, on n'a pas vraiment dit le titre, c'est donc Hollywood, le cinéma coréen. Est-ce que tu peux nous expliquer le titre du livre? C'est ça. C'était pour me fâcher avec tout plein de monde. Non, la première chose, c'était on a cherché un mot balise, un titre accrocheur, parce que le cinéma coréen ou l'histoire du cinéma coréen, c'est un peu flambant, quoi. C'est un peu. Donc voilà. Donc j'ai proposé Hollywood, tout en sachant qu'il y aurait tout plein de gens à me tomber tout de suite dessus. Parce qu'évidemment, Hallyu, ça renvoie à la vague, et la vague, ça implique tout produit culturel exporté de la Corée, donc pas seulement le cinéma, mais aussi les K-drama, la K-pop, la K-beauty, la K-food, etc., etc., tout ce qui peut être lié à la culture coréenne, et qui ne s'exporte que depuis 1999. Or, moi, je ne parle que du cinéma, et ce, depuis les origines. Donc, c'est totalement faux, en fait, ce que je fais. Mais en même temps, je trouve que c'est un terme qui n'a été inventé qu'en 1999, et que le mot Hallyu en lui-même existait déjà avant, et ça veut dire vague. Et justement, donc, c'est pour tromper, en fait, les fausses premières impressions, les gens qui disent tout de suite « Ah, t'as mal fait, tout ça, c'est pas bien. Hein. » Ben non, attends mon explication ou lis mon introduction pour savoir avant de m'être dénigré, en fait. Donc, vraiment, Hallyu, dans le sens de la vague, et souvent, on désigne la vague quelque chose qui est perceptible à l'œil, donc ce qui est à la surface, en fait, le beau tourbillon, etc., blap, qui s'échoue sur la plage. Mais il ne faut jamais oublier qu'une vague, en fait, ça prend sa source sous l'eau, en fait. Il y a le tourbillon. Quand tu te fais happer par des grosses vagues, tu sais ce que c'est que le tourbillon sous la surface de l'eau. C'est difficile d'en réchapper. Et justement, moi, je raconte, en fait, le cinéma coréen que beaucoup considèrent n'exister que depuis les 25 dernières années. Ben, moi, je prends la vague dans l'ensemble de dessous, depuis les origines, en fait. Je raconte le tout. Et le Wood, c'est un clin d'œil évidemment à Hollywood, le Bollywood, l'Hollywood, Nollywood qui ont suivi. Et en fait, là, c'est un peu dénigrer, raccourcir par rapport à Wood, Hollywood. Mais je joue avec le mot pour dire aussi que pour moi, le cinéma coréen, c'est foncièrement inspiré d'énormément d'influences étrangères, à commencer par celles japonaises, puisqu'ils étaient sous occupation japonaise lorsque le cinéma a commencé. Et pour moi, c'est l'un des pays asiatiques qui a le mieux réussi à s'approprier toutes ces influences étrangères pour les remettre à leur propre culture, en fait. Et c'est ça l'une des clés de réussite, selon moi, du cinéma coréen, et notamment actuellement. Ah bah, du coup, celui qui a le mieux réussi, l'Inde aussi est pas mal à ce niveau-là, même si c'est des mondes totalement séparés. Ils l'ont fait totalement différemment. Alors, du coup, alors, on a passé vite fait sur l'histoire de la Corée, mais on va aller peut-être, on va parler de certains genres. C'est marrant parce que c'est un peu un stéréotype qu'on a chez nous, on sait que c'est pas tout à fait juste, et surtout que si on rentre dans ce domaine, moi je vais aussi me faire des ennemis si on commence à parler d'arts martiaux coréens hein, sur certains termes, mais on va parler de certains genres, et entre autres justement le cinéma d'arts martiaux qui n'est pas très présent. Alors, première question, je te laisse après développer sur le truc, mais moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. C'est que quand on regarde un film en costume coréen, je trouve qu'on retrouve les mêmes codes que celui du wuxia-pian chinois. Alors après, il y a film et film, hein, on est bien d'accord, mais je fais une généralité. Mais je trouve qu'on retrouve ces guerriers souvent volants, le même type de choses. Ouais. Chinois, tu veux dire hongkongais ou tu veux prendre en sens plus large? Je disais hongkongais. Il s'est dit, le gars, il fait le malin, attends. Non, je pensais plutôt hongkongais, vraiment ouais, comme j'ai dit, parfois le côté aérien, aussi le côté plus, entre guillemets, mystique que les films de kung-fu, c'est-à-dire avec des trucs de ki, où je fais des projections, des choses comme ça. Je retrouvais ce genre de choses.
Évidemment, évidemment. Et je consacre un long chapitre et c'est l'un de ceux que j'ai vraiment recherché pendant très longtemps. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois pour glaner toutes les informations, comprendre et puis après tenter de synthétiser. Et c'est l'un des chapitres où j'ai encore tout plein de bouts. Ça aurait pu donner des vingtaines de pages. Ouais, ça se dit. Ouais, bref. Énormément de pages en plus de ce que j'ai pas mis dans le bouquin. C'est assez fascinant, mais la version ultra courte, c'est que le cinéma coréen, dès les années 50, lorsque ça a vraiment commencé à se construire une industrie cinématographique, en fait, premier mini âge d'or dans les années 50, bah, très vite, ils se sont rapprochés de Hong Kong, puisque Hong Kong, comme tu le sais, par le biais des studios de Shaw Brothers, ils étaient déjà en train de bien bâtir leur empire, enfin, il était déjà bien bâti d'ailleurs, mais ils vont continuer à le construire. Et Hong Kong était vraiment à l'affût de nouveaux pays et notamment émergents dans l'Asie pour pouvoir tourner sur place, proposer des décors un peu inédits déjà pour avoir une plus-value par rapport à des produits concurrents de la même époque, pour trouver des nouvelles actrices, nouveaux acteurs, etc. Donc, dès les années 50, en fait, on a eu les premières coproductions. Sauf que le cinéma coréen était encore à ses premiers balbutiements, en fait, dans la mise en place. Il manquait d'infrastructures, il manquait de savoir-faire. Donc, ça restait avant tout des petits mélodrames. Voilà, il n'y avait pas un vrai échange. Mais ça allait crescendo tout au long des années 60 et notamment lorsque le cinéma coréen a vraiment grandi, a tourné plus de 250 films, donc ont eu les infrastructures, ont eu le savoir-faire. Et donc, à partir de là, ils ont fait pas mal de coproductions dans les genres le plus divers, que ce soit le mélodrame, que le thriller, que le film d'espionnage, qui était à l'époque à la mode avec les James Bond, etc. Et autant les Coréens sont venus en Corée pour tourner des films, autant les Coréens sont partis aussi à Hong Kong pour tourner des films, là aussi, par rapport à des nouveaux décors et même pour rogner sur des coûts de tournage, puisqu'il n'était pas rare qu'on on tourne un seul et même film dans les mêmes décors, avec les mêmes costumes, mais en échangeant d'acteurs entre chaque prise, en fait, pour faire la version coréenne et la version hongkongaise. Un peu ce qui s'est fait aussi en Europe dans les années 20, dans les années 30, enfin, tu vois. Et du coup, lorsqu'il y a eu la mode de films d'arts martiaux, bah, c'est foncièrement venu de Hong Kong, évidemment, dans les années 60. Et les Coréens ont, dans un premier temps, importé les succès hongkongais, mais ont très vite voulu imiter de tout. Et donc, la première des choses, c'est qu'ils ont fait appel au savoir-faire des Hongkongais. Donc, ils ont fait venir des chorégraphes d'action. Et donc, en fait, tout ça, c'était infusé, c'était extrêmement proche dans l'échange des informations. Et après, l'autre information extrêmement importante, c'est que les sources, les histoires qui ont été racontées, en fait, aussi bien Hong Kong que Corée, a puisé dans des romans wuxian d'époque, que ce soit donc chinois ou dans le cas de la Corée, énormément taïwanais. Donc tu retrouves le même mythologie, le même personnage, etc. Après, il y a quand même des différences au niveau des costumes, parce que très rapidement, la Corée s'est réapproprié ça à sa propre culture. Donc, même si les costumes ressemblent à des costumes chinois, etc., le Coréen va te reprendre en disant non, ça c'est foncièrement une tunique coréenne, tel moine porte telle tunique, etc., etc., quoi. Ça se voit, j'ai envie de dire. Hein. Quand on connaît un petit peu le cinéma, on voit le type de costume. Alors, je ne vais pas dire que je les reconnais tous. Hein. Je me dis, tiens, celui-là. Mais je veux dire, ça se voit. Mais c'est vrai que je trouve que thématiquement, il y a quelque chose qui se retrouvait, justement. C'est ça. Et notamment, ça, je crois pas que je l'ai mis dans le bouquin. Ça, c'est l'une des anecdotes drôles. À un moment donné, en plein âge d'or des films d'arts martiaux, il y a beaucoup de films coréens qui se vantaient d'avoir été tournés dans des vrais décors à Hong Kong, surtout, enfin, et en partie en Chine, bref. Et en fait, les Coréens reconnaissaient leur propre temple, notamment pour le fait de comment ça a été construit, etc., quoi. Donc, ils ont dit, ah, les bâtards, ça, c'est du marketing.
c'est faux. Et la dernière par rapport aux films d'arts martiaux, ce qui est intéressant, en fait, autant on pense connaître les sorties coréennes des 20 dernières années, en fait, qui ont déboulé, que ce soit par les DVD, puis plus tard les téléchargements, les streamings, etc. Autant les vrais premiers films coréens à sortir en France, c'était des films d'arts martiaux coréens lors de la période VHS, ou dans le double programmation à Pigalle et à Paris. Bah, souvent, en fait, il y avait des films dits hongkongais qui, en fait, étaient des films coréens. Mais personne, déjà, n'en avait rien à battre, en fait. S'en est préoccupé à l'époque, mais j'ai retrouvé trace d'une petite dizaine de films coréens, en fait, qui ont été vendus en France en tant que films hongkongais. Et de toute façon, c'était ni hongkongais ni coréen, c'était des films de karaté. Donc, hein. Voilà, allez, pour rajouter une couche. Je suis sûr qu'ils apprécient les hongkongais et les coréens quand on leur dit ça, mais c'est du karaté, ça. Bref. Est-ce que tu peux donner, peut-être, parce que c'est vrai que le cinéma d'arts martiaux coréen, dans la vague actuelle, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens connaissent. En plus, ce n'est pas forcément un genre très apprécié. Est-ce que tu peux peut-être citer certains titres plus faciles d'accès que les gens peuvent voir, enfin, plus facilement trouver? Des anciens ou des plus contemporains? Bon, peut-être pour le public des plus contemporains, mais lâche-toi, fais-toi plaisir. Ouais, non, dans les films d'arts martiaux coréens récents, il n'y en a plus beaucoup. Comme dans la plupart des autres pays asiatiques, il n'y a plus beaucoup de gens suffisamment entraînés, en fait, formés à être des vrais artistes des arts martiaux. Donc, on va trouver des sous-produits d'arts martiaux où il y a une surmultiplication de coupes pour justement que l'on ne voit pas le peu de maîtrise d'arts martiaux. Voilà, paf, paf. Il y a énormément de câblage, etc., quoi. Donc ça reste extrêmement restreint. Il y en a un que j'aime bien citer, c'est City of Violence, parce que ça, c'est une valeur sûre. Voilà. C'est un Kill Bill à la coréenne, en fait. C'est largement repompé autant sur le Kill Bill que sur des films d'arts martiaux. Et dans le rôle principal, tu retrouves pendant 2 décennies le seul chorégraphe d'action martiale, en fait, un ancien cascadeur qui a commencé très jeune sur les anciennes productions martiales dans les années 80 et qui s'est reconverti ensuite en tant que maître d'arts martiaux. Donc lui, au moins, il sait ce qu'il fait, quoi. Et après, dans les vrais classiques, celui qu'il faut absolument avoir vu, c'est Le Tigre de Mandchourie. Voilà, qui est assez facilement trouvable, qui est aussi sur la chaîne Kofa, mais qu'on peut trouver aussi par ailleurs, parce qu'il est sorti dans pas mal de pays à un moment donné, donc ça peut circuler. Et là, on a un vrai film d'action martiale coréenne, puisque c'est des acteurs, enfin, tout était fait 100% coréen, en fait. C'était justement, on repense à la vague hongkongaise, qu'à un moment donné, des producteurs ont demandé à faire des films 100% coréens. Donc voilà, Le Tigre de Mandchourie, c'est l'un des fameux exemples et les plus réussis dans ce qui a pu se faire. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse et je vais citer mon ami Max. Peut-être que je vais mal le citer, donc si Max, tu vois ça, t'hésites pas à mettre en bas. Il me semble que selon lui, à Hong Kong, il y a encore du talent, parce qu'il connaît des gens là-bas, lui. Il m'a dit, il y a du talent. Le problème, c'est que la manière de faire le cinéma n'est plus la même qu'à l'époque où on va dire on mettait en avant ce talent martial vraiment à coup de cascade extraordinaire. Bon, ça, c'est une parenthèse. Il me confirmera ou pas. J'ai dit des bêtises, ben voilà. Pour City of Violence, je trouve qu'il y a j'ai trouvé qu'il y a un petit côté Heroic Bloodshed dedans. On retrouve un peu ces caractéristiques-là. Et on voit, je pense, dans les chorégraphies des combats que le but, c'est vraiment de faire, entre guillemets, stéréotypes coréens parce que ils font que des coups de pied, quoi. On est dans le stéréotype taekwondo, quoi. Ouais, alors Heroic Bloodshed et film de gangster, pareil, j'ai dédié tout un chapitre parce qu'on parle toujours des polars noirs comme étant le genre ultime coréen. Et que rien de tel n'avait jamais existé auparavant. Donc, tu vois, comme moi, on grince des dents, déjà parce qu'on est vieux, donc on commence à grincer des dents, mais aussi parce que on a vécu, on a baigné dans tout ce qui était hongkongais. Et après, il y a des raccourcis très faciles aussi souvent. Ah, bah, ils ont vu des films hongkongais, donc ils se sont inspirés, donc ça donnait naissance au polar coréen.
Alors effectivement, là, j'ai fait aussi pas mal de recherches et là, c'était l'une des vraies surprises en fait, et dont je parle dans mon chapitre qui est dédié au film de gangster. L'une des particularités, le pourquoi du comment autant de réalisateurs actuels ont pu être exposés au cinéma hongkongais, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de productions hongkongaises qui étaient diffusées à la télévision dans les années 80 en Corée. Mais à un moment donné, on a eu une avalanche de productions hongkongaises à sortir aussi au cinéma. Et je vais faire la version brève, c'est bien plus explicite dans mon bouquin. En très gros, a été adoptée une loi sous pression des États-Unis d'ailleurs pour ouvrir le marché coréen aux productions étrangères. On va dire jusque dans les années 80, en fait, il y avait un quota du nombre de films étrangers qui étaient permis d'être importés en Corée. Voilà. En 84, les États-Unis commencent à faire pression en disant il y a un vrai potentiel en Corée. On aimerait exporter davantage de films, mais il y a ce satané système de quotas. Donc, ils ont fait une pression et un chantage économique en disant si vous n'ouvrez pas votre marché aux productions américaines, on va plus vous livrer telle et telle matière première, textile, etc., absolument indispensable pour faire continuer à tourner votre économie. Donc, à un moment donné, la Corée a cédé et a donc permis à ces productions américaines d'arriver sur le sol. Mais évidemment, les Américains, ils sont non pas seulement arrivés avec le produit, mais aussi avec toute leur machine à marketing. Donc, ils sont passés très rapidement en direct avec les salles de cinéma pour vendre leurs films aux salles de cinéma. Or, les grosses salles, encore à l'époque, il n'y avait pas encore le multiplex, eux, ils pouvaient s'offrir ces films américains. Mais les Américains étaient déjà assez gourmands, donc ils devaient payer pas mal d'argent. Et les cinémas plus petits, et notamment dans les quartiers plus populaires, eux, ils ne pouvaient pas se payer ces films américains, du moins pas à leur sortie. Il fallait qu'ils attendent 2 à 4 semaines avant de pouvoir montrer le film. Et donc, évidemment, ils payaient moins cher la copie, mais il y avait moins de spectateurs aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé autour d'eux et comme le marché coréen était ouvert à l'international, bim, ils sont allés voir du côté de Hong Kong parce que c'était des produits identifiés et qu'il y avait un genre qui plaisait beaucoup à la télévision coréenne, c'était les polars. Et en fait, on est à la fin des années 80, donc c'est l'âge d'or de John Woo, Kirk Wong, Ringo Lam, etc. Et donc, ils ont sorti 2 John Woo qui ont cartonné en termes d'entrée. Donc, dès l'année d'après, on a eu une vingtaine, puis une quarantaine, puis une soixantaine de films hongkongais à sortir. Et encore une fois, on est en plein âge d'or des Heroic Blue Cheat et autres polars et films d'action hongkongais. Et donc, ce n'est pas par hasard que finalement, il y a toute une génération future de réalisateurs qui ont été influencés. Et d'ailleurs, le polar n'est pas né que dans les années 2000. Très rapidement, les Coréens ont commencé à copier les succès hongkongais. Donc, dès les années 90, en fait, tu as déjà des sous John Woo, des sous Ringo Lam, copier-coller parfois au plan près, mais qui étaient beaucoup moins bons parce qu'encore une fois, on n'avait pas les infrastructures pour ce type de film, on n'avait pas les chorégraphes d'action, on n'avait pas les gens formés. Donc c'était compliqué. Et la der, tu dis voilà, l'une des spécificités c'est le combat à main nue, mais là aussi j'en parle pas mal, le pourquoi du comment. Et l'une des principales raisons c'est que la vente d'armes à feu est encore interdite en fait, a été largement réprimandée évidemment sous la dictature des années 70. Donc très rapidement en fait, on a fait des films d'action qui étaient foncièrement sans armes en fait. Même les méchants en fait souvent ils se confrontaient. Et donc là, le cinéma coréen a plus puisé dans un cinéma japonais où c'était encore la loi du plus fort et puis les combats à l'honneur, donc au point et non pas à l'arme, quoi. Sachant que l'arme, finalement, c'est typiquement occidental, quoi. C'est l'Américain qui arrive chez les Indiens, qui dézingue tout, qui n'aura jamais le couille à se battre en main à main. Enfin bref, non, là je raconte n'importe quoi, donc on va couper tout de suite. John Wayne ne serait pas d'accord, voilà ce que je dirais. Exactement, ouais. Pardon. C'était pas prévu, ça.
Mais je profite aussi, hein, c'est encore une parenthèse, désolé, je me permets, hein, Heroic Bloodshed, évidemment, influence du Nimkyo Eiga sur le Heroic Bloodshed, etc. Donc des influences globales, mais en effet par rapport à la Corée et à son cinéma. Et je profite aussi pour aborder, puisqu'on a parlé un peu d'action et tout ça, parler des blockbusters, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que Shiri, c'est un blockbuster, après il y en a eu d'autres à l'époque, à peu près, comme, je sais pas moi, Tube, par exemple. Enfin, Tube, excusez-moi. Mais tu dis dans le livre qu'en réalité, les blockbusters coréens, c'est quelque chose qui date. C'est pas quelque chose qui date de cette époque-là. Oui. Ouais, en fait, ça date dès les origines. En fait, on a les premiers blockbusters dans les années 20 et dans les années 30 avec des milliers de figurants, avec des constructions d'immenses décors, sachant que l'industrie cinématographique était extrêmement fragile, encore une fois sous l'occupation japonaise. Il n'y avait pas beaucoup de salles, il n'y avait pas beaucoup de retours sur bénéfices, donc c'était un vrai gage en fait de récupérer tous ces investissements. Et la plupart des premiers 10 blockbusters qui ont disparu, pour la plupart, on a juste seulement les témoignages, les critiques et quelques photos. Pour la plupart, en fait, ils ont été des bides parce qu'ils n'ont jamais recoupé les fonds, quoi. Le marché national à l'époque n'était pas assez grand pour pouvoir recouper les fonds. Et ça, c'est resté quelque chose d'assez constant, en fait. Même si on a eu des blockbusters dans les années 50, 60, 70, c'était toujours avec un risque facteur certain. C'est-à-dire que les productions coréennes n'ont jamais vraiment méga bien marché. En fait, les quelques rares films américains ou étrangers qui sortaient faisaient au moins 3 à 10 fois plus d'entrées que les films coréens. Les films coréens ont été toujours un peu déconsidérés. Et c'est pas parce qu'on a tourné 279 films en 1969 qu'il y avait des millions et des millions de Coréens à voir que des films coréens. Donc les blockbusters, c'était toujours un peu compliqué. Après, il y a eu différentes périodes, il y a eu un engouement pour des fresques historiques et très rapidement, les différents concurrents devaient surenchérir dans le nombre de figurants à l'écran, dans le décor de plus en plus grandiose pour tenter quand même d'être celui qui gagnerait le plus d'argent, qui mettrait le plus à l'écran, avec toujours en face là peu de concurrence des films américains, mais voilà, il y avait Ben-Hur qui sortait pour concurrencer Ben-Hur, fallait y aller, quoi. Donc voilà. Après, les blockbusters, surtout dans les années 70, c'était foncièrement des films de propagande. Pourquoi ils étaient des blockbusters? Parce qu'ils étaient cofinancés par l'État. Donc là, il y avait un apport d'argent. On était moins, il fallait moins recouper les investissements par ailleurs. Et puis on avait tout de suite plusieurs milliers de figurants parce que l'État mettait à disposition l'armée pour montrer à quel point ils avaient la puissance, etc., quoi. Voilà. Mais le blockbuster en tant que tel n'est finalement né qu'avec Shiri, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une industrie, une cinématographie qui n'appartenait non plus à l'État mais qui était privée, qui a pu se mettre en place et que des producteurs entrevoyaient une possibilité de drainer le public dans les salles et de se faire du fric, quoi. Et justement, après le retour de Shiri, qui était produit par Samsung à l'époque, ce succès a fait que d'autres producteurs ont gagné en confiance et qu'on a commencé à faire des blockbusters, quoi. Après, j'en parle aussi lorsque le cinéma coréen était déjà plus ou moins reconnu à l'échelle internationale dans les années 2000 et 2010. Finalement, en 2006 ou 2007, sur 34 blockbusters, il n'y en avait que 2 qui rapportaient de l'argent. Les 34 autres perdaient de l'argent. Ils les récupéraient ailleurs avec du marketing par ailleurs, avec les disques, les produits dérivés et des films de moindre envergure qui, eux, rapportaient plus de fric. Donc les studios perdaient du fric avec ces blockbusters, mais les récupéraient par ailleurs. Donc voilà. Mais ça, c'est un peu la loi comme le marché hollywoodien, quoi. Et j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'influence, de dire, OK, le film ne gagne peut-être pas d'argent, mais on montre notre pouvoir économique cinématographique, et en plus, ça s'exporte. Moi, quand j'étais au Japon, je ne sais plus en quelle année, 2008, 2004, c'était l'année où il y avait le film Frères de sang qui était sorti au Japon. Je me souviens, il y avait des pubs
exactement, il y avait des pubs partout, il y avait la bande originale dans tous les magasins et tout. Je veux dire, le film, tu ne pouvais pas le louper pour un film coréen. Bon, là, c'est récent, mais je veux dire, ça montre aussi un pouvoir économico-cinématographique. Ouais, là tu étais vraiment à l'âge d'or de blockbusters et les blockbusters dits nationaux en fait. C'est vraiment le début des années 2000 où c'était beaucoup de films de guerre à nouveau, où on jouait entre la relation nord-sud et on mettait en exergue une fierté nationale et en fait ça marchait. Les spectateurs allaient massivement dans les salles parce qu'on voulait soutenir tous ces efforts des grands studios à tenter de créer une énorme industrie et de faire des bons films, des grands films, des films comme seuls les Américains avaient su le faire auparavant, quoi. Après, dès les années 2000, très rapidement, il y a quelques gros studios qui se sont cristallisés sur le marché, qui ont surenchéri, qui ont petit à petit grignoté tous les autres, bouffé tous les autres, et surtout qui ont racheté toutes les salles, en fait. Voilà. Autant il y a une loi encore aujourd'hui aux États-Unis qui interdit aux grands studios d'avoir un réseau de salles pour ne pas monopoliser les écrans, autant cette loi n'existe pas en Corée. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a 85% des écrans qui sont entre les mains de 3 grands studios, en fait. Donc, si tu as tout ce matraquage aussi de visuels, d'affichage, de tout ce que tu veux, bah, c'est parce qu'en fait, ils habillent leur propre cinéma avec la pub de leurs propres produits. C'est pas bête, même si du coup ça C'est peut ça. poser d'autres soucis, mais en tant que tel, c'est pas bête. Et puisqu'on a parlé de Phare de sang, donc de Taiguchi, c'est un film qui, on le sait, ça se voit hein, clairement, il s'est dit tiens, qu'a fait Spielberg sur Il faut sauver le soldat Ryan. Visuellement, on peut pas nier ça. Mais je profite pour dire qu'en Corée, il y a une espèce de tradition du remake et de l'inspiration, c'est sûr, mais du remake. Et je sais que c'est en partie dû, entre autres, enfin, t'en parles dans le livre, hein, au passage, mais en partie dû au fait à la politique de l'époque. Par exemple, il y a le fameux Ring Virus qui était sorti là-bas parce que Ring ne pouvait pas sortir en tant que film japonais. Et tu parles aussi au début, justement, de copier des films japonais, ou parfois même juste des copier des. Ils entendent parler d'un film et ils disent ah, tiens, c'est bien, je vais le faire, même s'ils n'ont pas vu le film. Ouais, c'est ça. Alors pareil, comment le raconter de manière raccourcie? En fait, dès le départ, en fait, il y avait une politique des remakes dans les années 20 ou 30. Le pourquoi du comment, bah, c'est simple en fait. Déjà, il ne fallait pas créer un scénario original, donc pas payer pour écrire un scénario original. Et en plus, un remake ou l'adaptation d'un bouquin ou de toute autre œuvre culturelle impliquait à ce que ce soit un objet qui soit déjà identifié par un public, donc qui a plus de chances à devenir un succès plutôt qu'un scénario entièrement original où personne ne sait réellement ce qu'il va aller voir en fait. Ça me Donc, rappelle Hollywood. Bon, je dis ça, je dis rien. Continue. ouais. Donc dès le départ, en fait, on a puisé les premiers longs métrages de fiction en Corée, sans des adaptations, soit de la mythologie, soit de chansons folkloriques, enfin bref, tout ce qui avait trait à une certaine culture coréenne ou des produits importés Chine au Japon, qui étaient déjà foncièrement connus. Et ça a toujours continué. Je pense notamment à l'âge d'or dans les années 1960, lorsqu'on est allé jusqu'à 279 films tournés par an. Eh bien, il fallait tourner pour tourner. On n'avait pas le temps à perdre, en fait. Entre le moment où on s'est dit, tiens, on va faire tel film et la sortie du film, parfois, il n'y avait que 3 semaines, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on avait l'idée d'adapter un livre, donc il fallait quand même adapter le livre, écrire le scénario, le tourner, le monter et le mettre dans la salle. 3 semaines. Donc, évidemment, on allait chercher le plus de choses possibles qui existaient. Et comme il n'y a jamais eu véritablement de copyright, de droits sur des droits d'auteur, dans les années 60, on allait foncièrement piocher du côté de la culture japonaise qui était officiellement interdite, mais qui parlait, qui se vendait souvent sous le manteau,
Et à un moment donné, la littérature japonaise était officiellement autorisée à sortir et c'est devenu des méga succès. Donc, on adaptait à foison, quoi. Donc voilà, ça c'est moins le cas d'un remake. Là, je parle beaucoup d'adaptation, mais je le mets dans un même panier. Donc après, il y a eu effectivement des remakes aussi, des films que certains réalisateurs avaient vus dans un festival ou au Japon, etc., et qui se sont dit, tiens, il y a toute matière à en faire un film en Corée. Ça marcherait d'en faire parce qu'il y a les mêmes thématiques, les mêmes interrogations. Donc voilà. Donc ils ont toujours copié, ouais. Toujours copié, évidemment, dans une certaine mesure. Tout n'est pas que copie au Corée. Il y a plein de sujets originaux aussi, mais ça fait foncièrement partie d'une certaine manière de faire. Ouais. Je le disais pas comme une critique, évidemment, il y a une adaptation et tout, mais c'est connu que, par exemple, il y a le remake du Syndicat du crime, Better Tomorrow de John Woo, comme on a parlé tout à l'heure, mais ils font aussi des remakes de films français, enfin, il y a plein de choses là-bas. Ouais. Et la DRDR, si je peux me permettre, la politique des remakes, en fait, et de leur propre remake est aussi devenue l'une des forces, en fait, et notamment dans le produit à exporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vague Hallyu exporte partout dans le monde, mais les Coréens commencent à s'implanter aussi, et notamment dans des marchés asiatiques dits émergents, comme au Vietnam, en Indonésie, en Turquie, aux Philippines, où ils vont créer des agences sur place, et ils vont commencer à racheter des chaînes, enfin des réseaux de salles de cinéma pour pouvoir placer les produits coréens et commencer à investir, faire des coproductions dans un premier temps, puis des productions foncièrement locales, mais avec de l'argent coréen, sur place, en fait, pour parfois contourner les systèmes de quotas ou alors estampiller un produit 100% local, alors que, il y a foncièrement des Coréens derrière. Et comme il y a eu pas mal de succès de films coréens et que ces produits sont identifiés, ils commencent à faire le remake de leurs propres films, en fait, parce que c'est déjà un produit d'appel pour un marché indonésien, etc. Et donc, My Granny, c'est un film qui a été déjà refait 9 fois dans différents pays asiatiques. My Sassy Girl a été refait pas mal de fois. Enfin, voilà, il y a quelques films à formule où on sait que c'est une thématique assez universelle, que ça a déjà cartonné par le passé avec un original, donc on va en refaire le remake. Miracle in Cell Number 8, in Cell Number 7, pardon. Pareil, il y a eu le remake turc qui est devenu le plus gros succès de tout le temps, il y a eu le remake indonésien. Donc voilà, ça c'est encore une autre politique dite du remake, donc ce n'est plus eux qui copient, mais ils copient leur propre succès pour les exporter. Donc c'est là aussi qu'on voit à quel point ils ont su s'approprier pour en faire une force. J'avais vu un autre remake turc d'un autre film coréen, celui qui est sorti chez nous sous comment il s'appelle, celui sur des policiers qui reprennent un restaurant de poulet grillé. Extreme Job, et avec les titres français totalement dégueulasses, Korean Fried Chicken, c'est ça, limite raciste, enfin bref, on passera. Donc j'ai vu la version turque de ce film au cinéma. C'est ça. Donc c'est des Coréens qui sont derrière aussi la version turque. Il y a une. Ouais. Ils ont une vraie mainmise maintenant en Turquie. Il y a un autre film d'action que tu connais sûrement, Hard Day, qui était sorti, qui était dispo en DVD en France à un moment donné. Donc il y a eu le remake philippin. Il y en a 2 autres, j'oublie. D'accord. Il y a un film qui est connu chez nous, c'est Le Bon, la Brute et le Cinglé, hein, qui fait partie en fait de toute une mouvance en fait qu'on connaît très peu chez nous. C'est le western coréen. Alors, je vais peut-être me tromper dans la prononciation, mais le western mandchou, en fait. Le film d'action mandchourien. Voilà. La Mandchourie, mais film d'action mandchourien, ouais, c'est ça. La Mandchourie qui est au nord de la Chine. Explique-nous ça. Ouais, alors pareil, ça c'est un vaste chapitre sur lequel j'ai passé énormément de temps, qui m'a vraiment beaucoup intéressé, parce que à l'époque de la sortie du Bon, de la Brute et du Cinglé, il y avait beaucoup d'occidentaux qui l'estampillaient Western Kimchi, et ça avait hérissé le poil de pas mal de
copains, connaissances coréens qui disaient c'est totalement incorrect en fait. Enfin voilà, ça c'est foncièrement un raccourci à l'accidental en fait. Western kimchi, c'est un peu péjoratif. Et surtout, c'est certes un hommage au western spaghetti, mais surtout un hommage au véritable genre qui a existé en soi dans les années 50, 60 et 70 en Corée, qui est donc le film d'action mandchourien, c'est-à-dire des films d'action qui se passaient en Mandchourie. Or, aucun de ces films n'a jamais été tourné en Mandchourie. Le Bon, la Brute, les Anglais, c'est le premier à avoir été vraiment tourné dans la région de Mandchourie. Avant, c'était politiquement impossible. On ne pouvait pas aller dans cette zone-là et ça aurait été beaucoup trop cher. Donc, on a trouvé des lieux en Corée qui ressemblaient et on en a fait une espèce de terre fantasmée qui ressemblerait effectivement au Far West américain, alors que la vraie Mandchourie est en grande partie, pour l'instant, encore humide. Voilà, avec le réchauffement climatique, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, voilà. Donc c'est une terre vraiment fantasmée. Et en très gros, c'était toujours, c'était la terre des résistances ou l'occupation japonaise. C'est pour ça que c'était un territoire un peu fantasmé, qui a toute une histoire extrêmement compliquée que j'ai peu ou prou synthétisé dans mon bouquin, mais c'est waouh. Historiquement, la Mandchourie, c'est un livre en soi. Et donc, en fait, c'est à la base, c'est des polars, en fait, avec quelques séquences de baston où il y a des intrigues et d'espionnage avec des espions nord-coréens, les sud-coréens qui doivent sortir des trucs, qui doivent rallier la résistance planquée en Mandchourie. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'est transformé effectivement en quelque chose qui ressemblerait davantage à un western qu'à un film d'espionnage, quoi. Mais ça, c'est vraiment dans les dernières années, dans les années 70, et notamment suite au succès des western spaghetti qui ont déferlé. Mais encore une fois, les Coréens eux-mêmes disent ce n'est absolument pas un western. On a pris des influences, mais c'est un film d'action mandchourien en premier lieu. Je dis la bêtise, je me tape. Ok, d'accord. Intéressant. Et est-ce qu'il y a des films peut-être plus anciens, pour ceux qui ont adoré le Bon, la Brute et le Cinglé, qui pourraient être trouvables, qui pourraient intéresser des gens? Ouais, pareil, il y a un film sommet du genre, mais j'oublie totalement le titre. Il est pourtant de Lee Man-hee, donc l'un de mes réalisateurs chouchous, qui était au plus mal de sa carrière et de sa santé, et qui a été obligé de tourner ses films. Et en fait, le Bon, la Brute et les Cinglés, il a repris plein de séquences. Kim Ji-woon s'en défend, mais c'est impossible quand tu as vu ce film à ne pas le mettre en parallèle. Et vas-y, blablate, et je vais chercher le titre. Alors, bonjour. Break the Chain, évidemment. Break the Chain. Voilà, qui est en version remasterisée sur la chaîne Kofa, qui est un film somme de tous les films qui ont pu précéder, quoi. Lee Man-hee, il a déjà pris les meilleures séquences de tous ces films, les costumes les plus dingues, les armes les plus improbables pour faire ce film. Ça n'a ni queue ni tête. Et l'intrigue qui fait qu'il y a un bon, une plutôt brute et un cinglé qui cherche une statuette en or peut vaguement rappeler un film plus récent que Kim Ji-woon dit ne pas du tout avoir calqué sur Break the Chain. Bref. Je profite pour faire une parenthèse. Attention, le film Le Bon, la Brute et le Cinglé, quand il est sorti chez nous, il est coupé de, je crois, une ou deux scènes, des petits trucs. Donc, c'est pas la version intégrale. Voilà. C'est ça. Mais c'est une version remontée, en fait. Elle a perdu des séquences, mais elle a gagné en séquences qui sont invisibles dans la version coréenne. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. Mais surtout, la fin est changée. Ouais, la fin, la fin véridique est typiquement coréenne, en fait, avec un humour assez particulier qui n'aurait pas passé à l'accidental, on n'aurait pas compris ce geste. Voilà. Là encore, ça a trait aux émotions, en fait. Voilà. Mais du coup, ça a trait, j'espère, à la curiosité, en tout cas la mienne, parce que j'ai jamais vu d'autres versions que celle-là, donc je me dis, ah ben tiens, je vais la regarder un jour. Un jour, je la regarderai. Je vais encore peut-être poser la question de... Il y a encore plein de trucs, mais parlons peut-être du cinéma d'animation coréen. Je m'explique, parce qu'on sait que l'animation japonaise
à sous-traiter souvent en Corée parce que pour des questions d'argent. Et il y a alors j'ai plus son nom là, celui qui a fait le dernier train pour Busan, il a fait de l'animation, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'animation coréenne? L'animation coréenne, pareil, tout un chapitre dans le bouquin où je prends des débuts jusqu'à nos jours. On va faire la Je vais version laisser la livre audio. surprise des premières tentatives, etc. C'est assez cocasse, mais on va dire l'animation a véritablement démarré dans les années 60, en fait. Dans les années 60. Mais pareil, c'était quelque chose qui a mis du temps à démarrer parce que c'est extrêmement coûteux, qu'on n'avait ni les infrastructures, ni la main-d'œuvre, ni le savoir-faire, en fait. Et donc, pour la faire courte, le tout premier long métrage d'animation a mis plus de 3 ans à se réaliser. Et en très gros, le réalisateur et son équipe ont récupéré des chutes de pellicules des Américains, voilà, pour en gratter la couche gélatineuse à la main, pour ensuite dessiner à la main celluloïd par celluloïd, donc 24 par seconde, pour faire leur dessin animé. Donc voilà, ils n'étaient pas du tout sûrs que ça allait tenir la route au moment d'avoir fini le film et de le projeter, en fait, parce que c'était tellement fragile, puisqu'ils avaient déjà quelque part abîmé, en fait, la vraie peloche d'origine, quoi. Donc voilà, mais ça a été un immense succès. Pareil, il y a eu une espèce de fierté nationale. Le film est finalement très bon, très inspiré Disney, mais avec une mythologie coréenne. Donc ça donne là encore un produit assez cocasse, en fait, mais qui peut nous parler. Et qui a été un vrai succès, mais qui a entraîné quelques suites, on va dire. Mais un film d'animation coréenne restait 10 fois plus cher à produire qu'un mélodrame moyen. Et là, risquait encore de ne pas recouper, en fait, les bénéfices. Puis par-dessus est arrivée la télévision qui a détourné les enfants de la salle, etc. Donc il y a eu plusieurs étapes dans l'évolution de l'animation. À un moment donné, dans les années 70, les films d'animation ont été totalement interdits sous la dictature, parce qu'on disait que ça pervertissait l'esprit des jeunes. Avant qu'on fasse la photo que tu as montrée du robot, etc., qui est un film de propagande caché, en fait, qui a énormément plu au régime militaire en place, et donc qui a incité au contraire à produire d'autres films de ce type, puisque de la propagande dès le plus jeune âge, ça peut toujours servir pour maintenir un système en place. Donc voilà, pour arriver à des films d'animation plus récents et qui sont allés aussi là avec le renouveau, en fait. Il y a eu une diversification des genres et un regain d'intérêt pour l'animation, et avec des films aussi différents enfin, des films pour enfants, pour adolescents, plutôt pour adultes, comme la photo que tu as montrée de King of Pigs, effectivement, qui a été fait par le réalisateur du dernier Train pour Busan. Voilà. Et à l'heure actuelle, ça reste encore une industrie assez fragile. Il y a régulièrement des films d'animation qui sortent, qui s'exportent. Le Blanche-Neige, les Sept Nains, là, qui sorti en pleine période d'entre deux Covid, c'était un film coréen, en fait. Mais voilà, ça reste encore assez sommaire, quoi. Là où les Coréens sont vraiment forts, c'est dans la sous-traitance de séries télévisées. Donc là, il y a une vraie mainmise. Ils ont fait énormément de choses pour les Américains. Les Scooby-Doo, la famille Pierre à Feu, les Simpsons. Beaucoup des premières saisons ont été entièrement colorisées en Corée et en partie dessinées. Donc là, il y a une véritable industrie. Mais tout va peut-être changer, parce que tu n'es sans doute pas sans savoir que Bong Joon-ho est en train de plancher non plus sur Mickey 7, mais sur un film d'animation qu'il a entièrement pensé, écrit, et qu'il est en train de mettre en scène avec des grandes équipes. Et Bong Joon-ho est quelqu'un de très, 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 très bien à l'écran comme à la vie. Donc, il a veillé à acheter un matos de ouf pour créer des vrais studios d'animation, pour former sur ce projet tout un tas de jeunes,
et léguer, une fois son film d'animation fait, tout ce matériel aux futures équipes, etc., et à l'industrie. Parce que voilà, ça n'existait pas encore, et en fait, il a mis de l'argent de sa poche, et après, il a profité à glaner de l'argent aussi pour investir une partie, mais pour créer un espèce de mini-empire pour permettre à la Corée de grandir dans ce secteur-là, quoi. Dans quelques années, on se rappellera de Bong Joon-ho comme le Walt Disney coréen. Voilà. James Cameron, ouais. Ouais, mais James Cameron, je trouve ça entre guillemets plus flatteur parce que par rapport à son cinéma, si on dit c'est le Walt Disney, c'est genre ah bon, et tous ses autres films, ouais, bah, on les oublie. Non, mais par contre, je trouve ça balèze de sa part. Beaucoup de gens chez nous en Occident, maintenant qu'il y a la vague Hallyu, justement, on parle beaucoup du polar, du truc et du machin. On a parlé d'autres genres, c'est ça qui m'intéressait justement. Mais est-ce qu'on peut toucher un mot, voilà, je vais réussir, d'un genre qui est hyper populaire toujours, en règle générale, dans les pays où ils sortent, à savoir la comédie quand même. Ouais, la comédie. C'est bien, il y a un chapitre dans mon bouquin. Ah oui, c'est pas pour rien que je le dis, c'est pour introduire un peu le chapitre et qu'après les gens aillent plus loin, c'est le but. Non, pareil, c'était une relative surprise parce que voilà, en France, on a finalement vu très peu de comédies sortir en fait. Lorsque je fais des programmations dans des festivals, ils me disent waouh, Bastien, tu nous rapportes plein de films plombants, des films d'auteur et des polars, mais quid des comédies pour faire rire quoi. Et je dis ouais, bah il y en a pas 36 000 quoi. Heureusement qu'ils ont remasterisé de Full King et Quiet Family pour pouvoir faire des propositions un peu plus concrètes, même si finalement le rire, on rit pas mal jaune quand même dans ce film, même ça tourne à Séoul, quoi. C'est pas des comédies franches. Et en fait, je me suis rendu compte que si comédie il y a eu, en fait, c'est pas l'un des genres les plus porteurs dans l'histoire du cinéma coréen en général. En fait, ça n'a quasiment pas existé au début. Il y a eu une comédie qui s'est tournée les 30 premières années de l'existence de l'industrie cinématographique et ça a été un vrai bide. En fait, c'était l'adaptation d'un manhwa, donc d'une bande dessinée. Il était dans un quotidien, une comédie burlesque dans le ton de Chaplin et d'autres. Et ça n'a pas du tout pris. Ça n'a pas du tout pris parce que, en fait, la comédie finalement dans le cinéma occidental, donc américain, est née du burlesque. Et le burlesque, lui, s'est inspiré soit de la farce, soit du domaine du cirque, où il y avait des clowns. Or, la tradition du cirque, au sens occidental, n'a jamais existé en Corée, en fait. Donc, ils n'avaient pas déjà cette assise, en fait. Ça ne fait pas partie de leur culture. Et autant ils adoraient le film de Chaplin et toutes les autres comédies burlesques, autant faire leur comédie burlesque, il y avait une barrière, en fait. Voilà, ils n'avaient pas envie de voir ça. Après, le début du cinéma, c'était aussi sous l'occupation japonaise, donc les gens avaient besoin de rire, peut-être, mais finalement, il y avait pas de représentation de comédie à l'écran, et le cinéma japonais en lui-même n'avait pas énormément de comédie, même s'il en a existé, mais pareil, ça faisait pas partie de leur culture à eux non plus cinématographique, donc ils n'ont pas transmis ce genre. Donc en fait, la comédie finalement n'est née que dans les années 50 en Corée par le biais des films historiques où il y a eu un film qui était adapté d'une pièce à succès et où il y avait quelques gags en fait, mais ça reste quand même un film en costume, un film historique. Et après, il y a eu des premiers comédies romantiques avec des touches de comédie. Et c'est que dans les années 60, véritablement, lorsqu'il y a l'âge d'or, lorsqu'on a essayé de diversifier un peu le genre, à trouver des genres nouveaux, que là, il y a eu l'émergence d'une comédie et qui s'est foncièrement inspiré des screwball comedies américaines avec l'association de couples absolument improbables ou alors des copies de certains lame shows, donc des comédies de travestis en fait où les hommes se déguisent en femmes pour tout un tas de raisons. Et ça c'est une anecdote que j'ai pas mis dans le bouquin, mais il y a eu un remake officieux absolument pas autorisé de certains lame shows, un vrai de chez vrai, et qui a été signé Im Kwon-taek. En fait, c'est lui le premier à avoir fait ce qu'on appelait la comédie des travestis ou des travestissements, en fait, de déguisement.
Mais ça a été un beat monumental, en fait, et ce n'est que quelques années d'après que d'autres personnes ont réessayé et ont réussi leur coup. Donc voilà, et dans les années 70-80, la comédie a quasiment disparu totalement des écrans, des grands écrans. Il y a eu quelques sous-genres, mais ça a toujours été associé à un autre genre, en fait. Il y a eu, après le succès de Jackie Chan et Drunken Master, qui a cartonné en Corée, on a fait tout plein de sous-Drunken Master coréens, mais c'était avant tout un film d'action martiale avec un peu d'humour, en fait, dedans. C'est pas la comédie qui prime, voilà. Et ce n'est que lors du renouveau, à partir de 97, en fait, que on a refait des premières comédies, mais là encore en l'associant à différents genres, au polar, à la comédie romantique, enfin à la romance, à tout un tas de choses en fait. Même My Sassy Girl finalement, c'est une comédie romantique en fait. C'est pas une comédie franche rigolade. Enfin, tu vois ce que je veux dire en fait. C'est un sous-genre de comédie quoi. Et après, à l'intérieur des sous-genres, il y a eu des sous-genres. Il y avait des films de gangsters parodiques. Et après, pour tenter de battre le concurrent, bah, on a fait le film de femmes gangsters parodiques. Voilà, comme ça, c'était nouveau. Donc ça, c'est assez cocasse, quoi. Tu penses à des films du genre My Wife is a Gangster? Par exemple, ou Marrying the Mafia. Du coup, là, on a touché à plusieurs genres, mais maintenant, question. Est-ce qu'il y a des genres spécifiques au cinéma coréen? Des genres spécifiques qu'eux, ils ont, qui peuvent ressembler à d'autres, mais qui sont spécifiques. Alors, évidemment, le polar coréen n'est pas le même que le polar américain, japonais, etc., mais des genres spécifiques. Est-ce qu'ils ont des trucs à eux, vraiment? Waouh, ça, c'est une belle question. Ouais. Ouais, waouh. La question qui fait chier. Waouh! Ça, c'est une question sur laquelle je vais foncièrement me faire allumer si je trouve pas une réponse très vite. Et là, il n'y a rien qui me vient. Waouh! C'était une très belle question. J'ai envie de dire, humainement, finalement, comme on a dit, la comédie, l'action, le drame social, je veux dire, c'est des choses qui touchent tout le monde. Mais c'est pour ça que je posais la question. Le film en costume, par exemple, il peut avoir plusieurs spécificités. Je donne un autre exemple. Le Kaiju Eiga au Japon, c'est pas d'origine japonaise, puisqu'il s'inspire de films américains et tout, mais finalement, ils en ont fait une spécialité. Est-ce qu'il y a quelque chose du genre pour retrouver une spécialité coréenne? Ouais, c'est ça, en fait. Ils n'ont pas inventé de genre en soi, à ma connaissance. Voilà. S'il y aura correction, je le prends bien volontiers. Et peut-être que je vais me réveiller en sursaut cette nuit, mais non, je ne pense pas qu'il soit à l'invention d'un genre. Tout a été déjà fait. Mais comme tu dis, en fait, après, il y a appropriation d'un genre, et ne serait-ce que une histoire qui soit issue de la mythologie coréenne, finalement, c'est un produit 100% coréen. C'est pas parce que c'est le genre de l'épopée historique, etc., existé, mais il devient foncièrement local et de genre, puisque ça ne concerne que leur propre histoire que eux ils ont vécu, quoi. Le but, c'était pas de mettre dans la panade. Non, 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 non. Puis ouais, c'est pas se mettre dans la panade, mais effectivement, ça me trouble que je n'ai jamais véritablement pensé, réfléchi, et que j'ai mis toujours en exergue en fait ce que eux se soient réappropriés ou en partie réinventé. Mais ouais, je sèche sur cela. Alors, c'est pas un genre, mais est-ce qu'on pourrait considérer que les films c'est plus une thématique, c'était la question d'après, est-ce qu'il y a des thématiques spécifiquement coréennes? Est-ce que, par exemple, les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, des films comme JSA, des films comme Double Agent, par exemple, comme Shiri, est-ce que, alors c'est une thématique, c'est pas un genre, mais est-ce qu'on pourrait voir là une espèce de genre, le film de la division, je sais pas, le film du mal-être, de la séparation? Oui, effectivement, encore une fois, comme là, je viens de repenser au film d'action manchourien, finalement, c'est unique dans l'histoire du cinéma mondial, mais ça a puisé dans tout un tas de genres. Mais je veux dire, voilà une véritable spécificité. Et effectivement, de films de division que j'évoque dans le chapitre film anticommuniste, en fait, c'est un
un sous-genre typiquement spécifique et spécifiquement lié à leur pays. Donc le film de division, en quelques mots, en fait, il résulte des films anticommunistes qui ont été produits dès les années 50, évidemment, après la division du pays entre la Corée du Sud et du Nord. Plus ou moins de la propagande, évidemment, pour dire tout le mal que certaines personnes pensaient des Nord-Coréens. Voilà, c'est des monstres, etc., machin, il faut les combattre. Donc, ça donnait lieu à des films anticommunistes. Films anticommunistes qui, là, se déploient aussi dans plusieurs genres. Il y a eu les films d'espionnage anticommunistes, il y a eu des comédies anticommunistes, mais le principal genre, c'était le film de guerre anticommuniste, évidemment, le plus spectaculaire et parmi les premiers blockbusters de l'histoire du cinéma coréen, puisqu'encore une fois, avec beaucoup de budget subventionné, on en mettait plein les vues pour faire peur aux éventuels Nord-Coréens qui pourraient le voir et impressionner les Coréens du Sud, quoi, hein. Le film de division, c'est l'évolution d'après le régime militaire et successif aussi, donc même après Park, en fait, dans les années 80, et avant l'ouverture à la démocratisation, c'est-à-dire que c'est un genre qui va naître lorsque la censure se relâche un petit peu, que le sujet n'est plus vraiment tabou, qu'on peut oser dépeindre également les Nord-Coréens, peut-être pas comme des monstres, mais éventuellement des victimes d'une certaine mise en place politique. Voilà. Il faut quand même pas oublier que énormément de familles ont été séparées du jour au lendemain, avec une partie qui soit restée de l'autre côté, qui n'avait pas le choix, qui ont dû refaire leur vie, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est encore profondément dans l'esprit coréen, c'est-à-dire ce ne sont pas forcément nos frères ennemis ou des monstres en face, c'est aussi des gens de notre famille. Et le film des divisions parle de ça, en fait, de cette division, en fait. Voilà. Il y a division, la plupart du temps, là, il vaut mieux vivre en Corée du Sud, etc. Mais la Corée du Nord, parlons-en, et mettons-nous aussi à leur place, etc., etc. Et ça donnait autant de films plutôt personnels et indépendants d'auteurs, avec une véritable réflexion, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette division, en fait? À quel point nous sommes des simples pions sur un échiquier par quelques puissances ou quelques pouvoirs en place, que des gros blockbusters comme Frères de sang, etc. Donc, de nouveau, des films de guerre, souvent très grand budget, mais qui ne faisaient plus foncièrement des Coréens du Nord des monstres, quoi. Mais voilà, plutôt deux peuples séparés par la force des choses. Mhm. Et est-ce qu'il y a d'autres thématiques spécifiques qu'on pourrait trouver spécifiques à la Corée? Vas-y, balance, tu as lu mon livre. T'as lu mon livre et toi? Elle est pas mal celle-là. Non, il n'y a même pas de celle-là. Non, mais évidemment, comme on a dit, alors, il y a des thèmes, comme j'ai dit. Les films d'hôtesse de bar, tu veux en parler? Pardon? De quoi? Non, mais je disais, par exemple, on a parlé de City of Violence, qui rien que dans sa représentation du combat mettait en avant les coups de pied, donc les arts martiaux plus ou moins traditionnels, tels que le comment ça s'appelle déjà, le Taekwondo, je crois, et le Taekwondo, c'est-à-dire ces arts très aériens, coups de pied, bon, un peu stéréotypés évidemment, en plus on est au cinéma, on n'est pas dans une représentation réaliste. Il y a après, je dirais, des thématiques plus spécifiques, par exemple War of the Arrow, parle quand même, c'est une invasion chinoise, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y a quand même certaines thématiques liées à l'histoire et tout ça. C'est pour ça que je pose un peu la question, mais donc, voilà. ouais. Et maintenant que tu mets le doigt dessus, en fait, il y a énormément quand même de sous-genres. Ça y est, tout me revient. Dans les adaptations littéraires, qui est un phénomène absolument mondial, etc., il y a quand même eu la spécificité de faire des adaptations littéraires dans les années 60 basées sur certains courants littéraires en fonction des années, des envies, de ce qu'on voulait montrer, donc avec des sources, des ressources typiquement coréennes et qui est spécifique. Les hôtesses de bar, le film d'hôtesses de bar, qui n'est pas une spécificité coréenne finalement, parce que tu en retrouves aussi dans le cinéma philippin et thaïlandais, ce
qui allait avec l'époque, qui en très gros se situait dans tous ces pays-là dans les années 70, en fait, quand il y avait les grands flux migratoires des campagnes vers les grandes villes, les grandes capitales, avec toutes ces pauvres femmes paysannes qui rêvaient d'une carrière de chanteuse, d'actrice, etc., et qui tombent entre les griffes de gens, souvent des hommes d'ailleurs, totalement pourris, pour les pousser à la prostitution, à devenir hôtesse de bar et d'autres. Mais j'en parle, je dédie un chapitre aux hôtesses de bar coréennes parce que ça, pareil, ça a une véritable spécificité liée à la littérature, liée à des décisions politiques, là encore, liée à une certaine économie touristique. Donc oui, effectivement, maintenant que tu m'as ouvert les yeux de tout ce que j'ai pu écrire. Mais c'est le livre, il y a tout qui est dedans. Voilà, de toute façon, hein, on va pas tout dire, tout est là-dedans. C'est surprenant en fait à quel point j'ai déjà oublié alors que ça, voilà, j'ai tout écrit de mes propres mains, ça voyez-en assuré, je n'ai vraiment sué, mais je commence déjà à oublier des parties, ça, c'est affreux de vieillir en fait, c'est affreux. Ouais. Non, mais je tiens à préciser, c'est normal, toutes les personnes que j'ai eues en interview disent ah, le livre, je l'ai écrit il y a 2 ans, là, tout de suite, attends, parce qu'il y a eu les relectures et tout, après, il faut qu'il soit édité, donc c'est normal. Hein. Et puis, comme en plus, ça se veut être bien rempli, c'est quand même normal d'oublier des trucs. Hein. Moi, j'ai lu il y a quoi, il y a une semaine, je me suis posé 2 nuits, je crois, j'ai fait bra, 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 bra. Voilà, maintenant, j'ai pas tout en tête non plus. Mais moi, je peux le relire aussi, madame. Qu'est-ce que je disais oui, peut-être la dernière, plus facile, j'espère. Parce que c'est aussi dans le livre. Que penses-tu de je vais le dire comme ça, c'est sans doute faux, de la Netflixation du cinéma coréen, en tout cas pour nous en Occident? Du bien et du mal. Effectivement, c'est dans mon livre, et je me rappelle très bien, et ça c'est une question qui se pose beaucoup, et je viens encore de donner une conférence autour des liens, du lien entre la vague Hallyu et le cinéma. Et évidemment, j'ai terminé sur la génération streaming, quoi. Du bien, parce que ça contribue quand même beaucoup à l'évolution du cinéma coréen ou du monde de la production audiovisuelle coréenne actuelle. Voilà. Et si on met le curseur sur maintenant, là, à cet instant précis où on se parle, le cinéma coréen, il va hyper mal, en fait. Voilà. Comme le cinéma mondial, il est vraiment à genoux. Et notamment depuis la fameuse pandémie du Covid, quoi, qui a fondamentalement changé et détourné quand même énormément de spectateurs des salles. Voilà. Et l'industrie cinématographique coréenne n'a pas réussi encore à se remettre debout. Ils n'ont pas réussi à recaptiver. Il y a eu quelques succès. Il y a eu 2 succès à 10 millions d'entrées, ce qui est bien. Mais la plupart des blockbusters, des titres hyper attendus, se plantent quand même. Et la moyenne de la fréquentation des salles sur des titres qui faisaient plusieurs millions d'entrées encore il y a quelques mois, voire années, eh bien là, ça peine à atteindre les 1 million de spectateurs. Donc, ça va mal selon moi, parce que ça allait déjà mal avant et que la pandémie n'a rien arrangé. C'est-à-dire que cette monopolisation, cette mainmise de quelques studios qui ont 85% de la totalité des salles fait que il n'y a plus cet élan créatif comme on a pu le voir lors du renouveau. Il n'y a plus de vraie prise de risque. Voilà, tout est formule à répétition, tout est calculé, tout est rien n'est laissé à l'improviste, quoi. Et on a voilà, le formatage et l'uniformisation, ça tue, quoi. Voilà. Si le monde était dominé par McDonald's, pauvre nous, quoi. Bref. Donc, il y a un vrai problème et ils doivent vraiment se réinventer. Ceux qui réinventent un peu la machine, c'est
c'est les plateformes streaming, quoi. Eux, ils ont le vent en poupe, et surtout depuis la pandémie Covid. Donc, eux, ils proposent un peu des choses nouvelles. Ils sont dingues à dépenser autant de sous, notamment avec le plan stratégique dévoilé il y a quelques mois par Netflix, qui a annoncé investir 2,5 milliards de dollars sur les 4 prochaines années en Corée. Je ne sais pas où ils vont chercher ce fric. Je ne comprends pas leur modèle économique. C'est totalement aberrant. Mais soit, ils le font. Ils dilapident l'argent des quelques retours des budgets que j'ai pu avoir. C'est totalement dingue. Avec une production Netflix coréenne, ils auraient pu en tourner 10 blockbusters. Mais voilà, c'est à l'américaine, en flambe. Mais du coup, ça fait flamber aussi tout le prix des techniciens, des acteurs, des infrastructures, tout ce qui est mis en place. Donc ça, c'est le mal. C'est pas bien de faire ça, en fait. Ce serait beaucoup plus intelligent de se poser et de faire de la vraie production cinématographique plutôt que de flamber inutilement. Ce serait beaucoup plus chouette d'avoir 10 films coréens corrects plutôt qu'un merdique qui a coûté 10 films. Bref. Donc voilà. Là, le bien, c'est que pendant 25 ans, la vague Hallyu, année après année, a dû partir à la conquête du monde, presque pays après pays. Ça a pris un temps monstrueux, un fric monstrueux. Ça a payé, c'était extrêmement intelligent. Là, en un clic par monsieur Netflix, un film ou une série est immédiatement disponible dans 270 pays au monde. Donc, le cinéma coréen ou les séries télé coréennes n'auraient jamais pu avoir une telle accessibilité, une telle promotion, visibilité par eux-mêmes aussi rapidement. Donc, tout ça, c'est bien. Donc, comme c'est pour la plupart des bonnes productions, etc., ça va entretenir, voire promouvoir encore. Donc, on aura encore, j'espère, du cinéma coréen ou des productions audiovisuelles coréennes pendant assez longtemps. Là où est le mal, c'est le fait de dilapider n'importe comment à tort et à travers. Et évidemment, toutes ces plateformes streaming, ils ont des cahiers de charges. Le premier cahier de charges, c'est que ça va sortir dans 270 pays au monde. Il faut que ça plaise à tous ces trucs. Donc, on va faire un truc d'autocensure. Il ne faut pas montrer de ça et ça et ça parce que ça pourrait être interdit dans tel et tel et tel et tel pays. Il faut mettre ça et ça et ça parce que ça marche un peu partout, etc. Donc, on arrive à une certaine uniformisation. De coréen, ça n'aura plus que le nom, mais plus forcément la saveur, la spécificité, tout ce qui a assuré aussi le succès, ces petits détails en plus. Et lorsque tu regardes la dernière production film Netflix, je trouve que c'est des grosses daubes, quoi. Ballerina ou comment ça s'appelait le Kill Bill, Kill Suk-bok, c'est affreux, c'est de déjà vu, c'est de ressasser, c'est de la série B, quoi, qui a coûté 10 fois un blockbuster. Voilà. Donc ça, c'est merdique. Ça, c'est pas bon. Kim Ji-woon m'a raconté son expérience avec Apple sur Dr. Brain. Il me disait, ils m'ont demandé de cadrer. Il fallait que je fasse que des gros plans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart de leurs abonnés regardaient Apple TV sur leur téléphone portable. Donc, tous mes plans larges que j'adore, le bon, la brute, le cinglé, ils voient que des petits pixels, quoi, se balader. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, Dr. Brain, que des gros plans. Mais du coup, en tant que metteur en scène, en tant que vrai réalisateur, bah, je suis frustré. Ça ne veut rien dire. Et pareil, c'est une série qui s'est censée se passer en Corée, etc. Et il a eu d'incessantes réunions téléphoniques où il lui demandait de réécrire des scènes parce qu'à l'américaine, on ne se comporterait pas comme ça. Il dit oui, mais là, on est en Corée et il faut quand même que je garde une certaine couleur coréenne puisque c'est des Coréens qui interagissent, non pas des Américains. Donc oui, l'Américain, lui, il arrive dans une pièce comme un cow-boy, il dit ouais à tout le monde, etc. Il arrose tout le monde avec le café Starbucks. Nous, lorsqu'on rentre dans une pièce, on va s'assurer que personne n'est en train de travailler, etc. On va se faire le plus discret possible. Et puis, il y a une hiérarchie à respecter, etc. Donc, on ne peut pas arriver comme des cow-boys, quoi. Donc, tout ça dénature ce qui, pour moi, fait, encore une fois, une spécificité et une vraie plus-value et coréenne. Donc, j'ai beaucoup peur par rapport à ça. Donc, je pense que c'était un bien dans la promotion, la visibilité, et que les Coréens étaient au taquet
lorsque le streaming s'est mis en place, etc. Ce n'est pas un hasard si Kingdom est arrivé au Squid Game, etc. Certes, il y a eu le fric, mais il y avait déjà infrastructure et savoir-faire et certains sujets prêts à être tournés. Voilà. Et c'est des vrais succès. La seule chose, il faut juste que les Coréens puissent assimiler en fait ces nouvelles technologies, etc. Et là encore, c'est les approprier au mieux. Et je dis ça vraiment dans un sens bienveillant parce que ça pourrait être cliché, ça fait un peu les extraterrestres débarquent sur Terre et ils sont gentils mais ils vont nous dominer. Non, c'est pas du tout dans un sens là. C'est de réfléchir intelligemment comment construire la cinématographie, dans notre cas qu'on discute aujourd'hui, à long terme pour séduire, etc. Et après, on pourra toujours dire, ouais, ça c'est pas bien, ça c'est machin, machin, tralala. Mais non, le comprendre et faire au mieux. La saveur des pays, enfin des cinémas dans tous les pays, c'est entre autres la langue, entre autres l'endroit où ça se situe, je trouve, mais aussi évidemment les spécificités culturelles et de mentalité et tout ça, qui peuvent parfois nous échapper, mais c'est ça qui en fait la saveur. Si c'est pour faire tous les mêmes types de films, ben on va aller voir les tuches. Et oui. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter sur la thématique? Oui, je sais qu'il y en a. Mais je veux dire, est-ce que tu as encore envie d'en ajouter une ou deux, des choses fondamentales qu'on aurait loupées ou... On n'a pas parlé des films d'horreur, par exemple, mais il faut quand même qu'ils disent des choses. Hein. Oui, c'est ça, laisse les gens découvrir, en fait. Ouais, si, une thématique qui m'a tenu à cœur. Non, plusieurs, ouais. Ouais, trop de choses qui s'entrechoquent dans ma tête. Ouais. La première, c'est que l'une des critiques que l'on pourrait faire, c'est que finalement, la dernière partie, celle qui est dédiée aux 25 dernières années, est assez courte par rapport à d'autres. Il y a un peu moins de chapitres, il y a un peu moins de pages. C'est un choix voulu et assumé. C'est la partie qui m'intéressait le moins finalement parce que on trouve le plus de choses par ailleurs. Il y a déjà des ouvrages dédiés, spécifiques. On tape les mots-clés sur Internet, on trouve très facilement, etc. Encore une fois, c'est un travail de vulgarisation. Donc là, j'ai mis les balises repères Kim Ji-woon, Park Chan-wook et Bong Joon-ho parce qu'ils sont incontournables, mais rien que ces trois-là, je les ai réunis dans un seul et pauvre chapitre, quoi. Là où je pense beaucoup de personnes attendaient des tartines et des tartines. Mais non, enfin, vous le trouverez tout par ailleurs et vous savez déjà énormément de choses. Donc voilà, je donne juste quelques pistes et à vous de creuser. C'est pas ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire un vrai travail de recherche et d'amener le pourquoi du comment du cinéma de Bong Joon-ho aujourd'hui et pourquoi c'est très bon, mais peut-être pas révolutionnaire en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il exprime pourquoi c'est un vrai réalisateur, non pas un simple artisan, parce qu'il raconte plein de choses politiques sur sa société, etc., tout en créant un produit universel. Ça reste un génie. Voilà. Mais je ne fais qu'effleurer, en fait, ces différentes parties. Et dans le choix final de certains chapitres de la dernière partie, j'ai voulu mettre les femmes cinéastes. Voilà. Alors, c'est foncièrement à la mode, on va dire, le féminisme, les femmes, etc. J'accompagne pas mal de films et à chaque fois, je suis obligé de dire femmes cinéastes, etc. Et maintenant, je mets en intro, ça m'emmerde de le dire parce que avant tout, c'était un film. Et c'était un très bon film. Et après, on pourra discuter si ça a été fait par un homme ou une femme. Enfin, aucune différence, en fait. Voilà. Mais dans certains cas, comme dans le film de Tanaka que j'ai accompagné, la dite première femme réalisatrice japonaise, c'est quand même important de resituer en fait, de dire voilà, c'est des films merveilleux, c'est une femme cinéaste, mais attention, c'était l'une des premières. Elle a dû surmonter ça et ça et ça parce que rappelez-vous l'époque. Et c'est la même chose dans le bouquin. Je ne l'ai pas fait gratuitement. Mais il y avait une vraie démarche derrière. La première des choses, c'est que j'ai voulu souligner à quel point il y a eu peu de femmes cinéastes. En très gros, il a fallu 36 ans de cinéma coréen et plus de 270 longs métrages réalisés pour que enfin une femme réalise un premier film qui reste 3 jours à l'affiche. Et j'explique le pourquoi du comment.
Et puis, il n'y a eu que 5 femmes cinéastes sur une période de presque 80 ans, quoi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est… Voilà, enfin, j'en discute, enfin, j'ouvre à la discussion dans le film, mais plus important, ce qui se passe, c'est que récemment, il y a quand même l'arrivée d'une vraie génération de femmes cinéastes, et surtout dans la seconde partie des années 2010, et que personnellement, je trouve ces films parmi les plus intéressants. Ça reste des petits budgets, ça reste des films indépendants, mais il y a une force, une créativité, un combat que je n'ai plus vu dans le cinéma coréen depuis le début des années 2000, en fait, où il y avait encore des réalisateurs qui avaient des choses à dire, comme Bong Joon-ho, Park Chan-wook, etc., qui faisaient des cinémas parce qu'ils en voulaient, mais ils voulaient raconter aussi autre chose. Là, c'est des femmes qui en veulent. Elles ont des choses à raconter, des sujets nouveaux, d'un point de vue féminin, donc des trucs quasiment inédits dans le cinéma coréen. Donc c'est extrêmement, extrêmement excitant à découvrir, intéressant à suivre. J'ai eu vraiment beaucoup de surprises par rapport au sujet abordé. Il y a d'une femme réalisatrice à l'autre, sans s'être consultée, des mêmes thématiques à surgir. Donc il y a des vrais courants en fait à se créer, et ça va être encore passionnant à suivre dans les années à venir. Je pense que le combat restera dur. On était monté à 20% de films réalisés par des femmes pendant la pandémie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu beaucoup moins de blockbusters, donc beaucoup moins de grosses productions qui sont foncièrement encore réservées aux hommes. Les femmes n'ont pas le droit de réaliser un blockbuster. C'est une loi tacite dans l'industrie cinématographique coréenne. Donc, il y a encore un long chemin à parcourir. On ne restera pas à 20%, mais il y a quelque chose qui est en marche, qui est extrêmement intéressant. Et j'espère sincèrement que les prochains grands succès soient des films de femmes, vu la qualité déjà de ce qui sort maintenant, quoi. Voilà. Le livre. Vas-y, remonte-le toi, comme ça fait la photo. Voilà, qu'on le voit bien. Donc, Hollywood, le cinéma coréen. Et on vous a dit qu'il y avait un exemplaire à gagner. Alors, pour le gagner, vous avez 3 jours à partir du moment où la vidéo est publiée, et il faudra expliquer le titre du livre. On l'a expliqué à un moment. Je vous laisse m'expliquer. Alors, je vous explique. Il ne faut pas l'expliquer dans les commentaires, parce que sinon les autres le voient. Hein. Vous me l'envoyez en privé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, X, que vous me l'envoyez par email, vous me l'envoyez comme vous voulez, vous me précisez que c'est pour le concours, vous m'expliquez. Vous pouvez reprendre les mots, hein, bien sûr. Vous expliquez vite fait. Celui qui donne l'explication la plus cool, bah, c'est celui qui gagne. Et en cas à peu près d'égalité, bah, ce sera le plus rapide. Voilà, on va faire comme ça. Et puis ça, c'est pour celui qui veut gagner un exemplaire pour pouvoir voir tout ce qu'on a vu en plus profond et plus de détails encore. Et en plus, vous avez les noms écrits si vous devez faire une recherche après et autres variantes, les noms des titres de films, des réalisateurs et tout ce qui va avec. Est-ce que ça te convient? Moi, je suis heureux. Super. Voilà. Ben, c'est parfait alors. C'est parfait. Merci à toi d'avoir accepté de participer, surtout que là, tu es passé dans des grands médias, donc venir sur ma petite chaîne à la con, ça fait bizarre. Merci. Non. Merci à toi. C'est un travail de passionné que tu fournis. Tu as beaucoup plus de mérite que certains grands médias. Donc voilà. Et puis, il n'y a pas de grands ou petits médias, c'est n'importe quoi ça. Mais il y a surtout la rareté des grands passionnés. Donc, c'est un vrai plaisir, honneur de participer à l'émission. Eh ben, merci à toi. Merci pour tout cet apport culturel, je pense, qui va parler aux gens. Le livre qui va parler aux gens. On mettra le lien où on peut se le procurer. Je vais juste quand même dire qu'il fait une petite brique. Hein. Il fait combien de pages si on tient compte de tout? Allez, on va dire 352. Voilà, il est précis, 352. Et pour le prix de 40 € que vous pourrez vous fournir, je vous donnerai le lien comme ça. Comme ça, vous pourrez l'obtenir. Mais on le trouve un peu partout, hein, en grande surface et autres variantes. Donc voilà. Quelque chose à ajouter au de la fin? Non, rien. Merci infiniment, encore une fois. Et si jamais vous voulez faire un retour, vous avez des corrections, vous passez évidemment par cette chaîne par rapport à toutes les conneries que j'ai pu raconter aujourd'hui. Et sinon, en fait, j'ai créé une mini page Facebook. Je peux l'annoncer ou pas, sinon tu le couperas.
simplement appelé Hollywood, le cinéma coréen, donc exactement comme le bouquin. Et en fait, j'y poste un peu l'actualité liée à mon bouquin, voilà, parce que comme ça, au moins, il y a une certaine visibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui me suivent, mais surtout aussi des anecdotes que je n'ai pas pu mettre dans le bouquin, des photos encore inédites, quelques mots sur l'actualité cinématographique, surtout en France. Donc voilà, je vais encore réfléchir comment faire évoluer le truc, mais j'ai trop de choses à mettre. Et donc, ça peut aussi servir de plateforme par rapport à vos retours, par rapport à n'importe quelle coquille. Si on doit faire un retirage un jour, voilà, on va corriger le coquille. Surtout que d'après ce que j'ai entendu dire, il y a une version anglaise qui est en préparation, ouais, d'après ce que j'ai compris. c'est ça. On vient de signer pour une traduction vers l'anglais, donc ça c'est super super cool. Et ce sera pareil chez un éditeur qui fait un chouette objet d'art. Parce qu'effectivement, si c'est 1 kg 380 grammes pour 352 pages, c'est parce que c'est un vrai papier de qualité. C'est vrai. Et là, c'est pas pour faire de la pub ou autre, parce que tout ça, j'ai découvert, on me l'a expliqué en long et large, mais encore une fois, l'éditeur a fait un travail de ouf, quoi. Toutes les photos, même en noir et blanc, ont été tirées en couleur, avec une haute définition, etc. Enfin, c'est un. Ouais, si ça coûte 40 €, c'est beaucoup, c'est pas parce que je m'en mets plein les poches, c'est pas du tout le cas. C'est parce que rien que la fabrication de cet objet coûte extrêmement cher, quoi. Et voilà. Donc, ça, c'est super cool. Et ben voilà. Et on n'a pas du tout parlé de photos, mais il faudrait vraiment qu'on arrête, etc. Mais c'était un calvaire. Ouais. Mais il y a énormément de photos qui sont absolument inédites, qui n'ont jamais été publiées par ailleurs, même dans les années 80, etc. C'est vraiment les réalisateurs qui m'ont ouvert leurs albums photos, on a scanné leurs photos, quelques collectionneurs, mais après il a fallu avoir les droits, etc. Mais il y a un vrai travail iconographique aussi derrière, ouais, énormément de travail. Voilà, j'ai tout dit. Donc il y a des photos de films qu'on connaît, parce que le cinéma coréen est récent, et d'autres, ce qui fait qu'on est chez soi, confortablement installé, et en même temps, hop, on nous emmène ailleurs pour découvrir plus de choses. Je pense qu'on va arrêter là, du coup. On va continuer. Merci encore. Et évidemment aussi, le like, le partage, ça se sera demandé aussi pour le concours, hein, si jamais, hein, évidemment. Mais ça, vous le saviez déjà, il n'y avait pas besoin de vous le dire. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.